Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. On est actuellement en live sur twitch.tv/lefoilier. Et vous êtes 5000 sur la chaîne. Et ça me fait vraiment très plaisir, c'est assez inattendu. Et je me suis dit, bah voilà, pour les 5000, on va faire un truc un peu original. On va carrément revenir sur la chaîne pendant 2 ans, on va papoter. Là, j'ai des personnes dans le chat. Vous me posez les questions que vous voulez, je réponds aux questions. Voilà, essayez de poser des questions gentilles, de pas me relancer sur ça. Et donc voilà, le Foilier a 2 ans à peu près, peut-être un tout petit peu plus. Il s'est passé beaucoup de choses sur la chaîne. J'ai actuellement en ligne 143 vidéos. Voilà. Le chiffre va augmenter puisque j'ai trouvé un moyen de production assez pratique là actuellement en termes de production de vidéos, ce qui me permet de produire du contenu plus qu'avant. Pas forcément moins qualitatif, mais différent, un peu plus de réac, mais il y a toujours les vidéos de Foilier que j'aime bien. On va en parler de celles que moi j'aime bien, qui sont les moins vues, et qui sont mes préférées. Ah ouais, on va tous se faire un ciné à 5000. Ça va être facile ça. Et donc on va revenir un peu sur l'ensemble des vidéos, on va commencer par ça. Je vais vous présenter quelques statistiques de la chaîne, c'est pas très intéressant, mais bon voilà, c'est toujours sympa. J'ai quelques questions sur Twitter, mais juste avant, je vais tout de suite rappeler ça, juste avant, évidemment la recette du flétan. La recette du flétan. Qui c'est qui m'a recommandé ça? C'est Agirti, je crois, sur Twitter. Voilà, une recette de flétan au four. Si jamais vous mangez du poisson, que vous n'êtes pas végétarien. Et donc, non, c'était pas toi. Je sais plus qui m'a recommandé de commencer par une recette de filet de flétan. Bah voilà, là, si jamais vous voulez cuisiner un petit peu de Foilier. Ah oui, la FAQ, ça c'est génial, je vais utiliser ça pour le nom de la vidéo YouTube. Ce sera la FAQ. Très bien. Salut Booginer, sois le bienvenu ce soir. Salut Forever également, soyez le ou la bienvenue, tous les deux, ou toutes les deux. Alors la chaîne du coup, 143 vidéos, en quelques mots, elle a commencé comment? Elle a commencé par une première vidéo qui suivait sois le bienvenu Booginer, qui suivait un concours d'éloquence auquel j'ai participé, organisé par la mairie de Paris, et une association qui s'appelle Les Droits Humains pour tous.tes, où j'avais présenté un truc sur le langage inclusif. Et c'est après ça que je me suis dit, il faut y aller. Il faut y aller. La personne qui m'a un peu lancé, entre guillemets, vous la connaissez très bien, c'est Tiffendé, puisque pendant la délibération du jury, Tiffendé est venue nous présenter un extrait de son spectacle La Pérille Mortelle. Et elle dégage un truc sur scène, vraiment un truc sur scène assez incroyable. Et en la voyant sur scène, en attendant que le jury délibère, je me suis dit, il faut que je le fasse. Il faut que je fasse ça, il faut que je parle publiquement maintenant. C'est vraiment elle qui m'a donné cette envie-là. Et donc, assez naturellement, la toute première vidéo que j'ai sortie, c'était le plaidoyer pour une langue, un langage et une écriture inclusive. Vidéo, 1249 vues quand même. Il n'y avait pas tant de vidéos que ça au départ qui faisaient plus de 1000 vues, comme vous pouvez le constater, donc j'en étais content. Ensuite, j'ai fait 4 vidéos sur la charge mentale. Et c'était des vidéos qui n'ont pas été énormément vues. J'expliquais ce qu'était la charge mentale, dont la charge mentale domestique. J'avais un mode de production de vidéos qui n'était pas du tout au point, je démarrais. En l'occurrence, en fait, j'étais assis sur mon lit. Alors j'étais dans un minuscule studio, vraiment minuscule. Donc j'avais un lit que je pouvais rabattre sur le mur, et heureusement, parce que sinon je ne pouvais pas rentrer chez moi quand le lit était défait. Merci à Dato pour l'abonnement, c'est très, très sympathique. Sois le ou la bienvenue. Et donc voilà, j'étais assis sur mon lit, j'avais une petite table basse, et je mettais tous les livres que je pouvais pour pouvoir mettre l'ordinateur dessus, pour avoir une caméra qui soit à peu près à ma hauteur, mais je ne pouvais pas faire de tour aussi grande, parce que j'avais pas de bureau. Salut Karl. J'avais rien, quoi, j'avais même pas de webcam, c'était la caméra de l'ordinateur, et j'avais eu à peine de quoi m'acheter un micro, donc je pouvais vraiment pas m'acheter ni d'ordinateur fixe, ni de bureau. À l'époque, je gagnais vraiment pas du tout ma vie, enfin j'étais assez pauvre. Et vous voyez que mes yeux sont dirigés vers mon écran, parce que je lisais un texte. Je ne faisais que lire un texte, j'écrivais mes textes avant, j'avais pas du tout assez confiance en moi pour y aller, quoi. Donc voilà, c'est une période où je préparais mes textes, et puis dans le montage, vous voyez, j'affichais des trucs dessus, enfin c'est très amateur, quoi. Mais c'est parti de ça, le Foilier, ça a commencé comme ça. Puis je suis content de moi, avec mes petites cartes Dixit à l'arrière, là. Et bonjour à toi, et puis merci Dato pour le bonjour. Donc voilà, 4 vidéos sur la charge mentale. Ensuite, j'ai sorti une série de vidéos qui s'appelait Pourquoi tu n'as pas porté plainte. Et ce qui était intéressant, c'est que ces vidéos-là, elles n'étaient pas documentées du tout. J'avais pas trouvé ma voix, j'avais pas trouvé ma façon de faire. Il va y avoir... j'avais des cheveux longs, en fait ils étaient plus longs, mais il y avait toujours la même démarcation. Ah non, mais ça c'est depuis que... Je vous en ai déjà parlé, mais en fait j'ai été malade assez gravement quand j'étais adolescent, vraiment très gravement. Et j'ai perdu
tous mes poils en fait, hein, tout, en haut. Donc j'ai plus de poils sur les bras, j'ai plus un sur le torse, j'ai plus un sur la tête, j'ai que sur les jambes. Voilà, c'est là que c'est pas tombé. Et effectivement, j'ai perdu tous mes cheveux. Avant, j'avais même les cheveux longs, hein, sachez-le, j'avais les cheveux longs. J'avais même les cheveux, je me teignais même les cheveux parfois. Je vous assure que ces photos-là, vous les verrez jamais. Hein. Elles ont été enterrées. J'ai envoyé un agent sur le terrain chez ma mère là pour absolument tout supprimer parce que c'était quand même bien catastrophique. Alors, on a tous eu des errances capillaires dans notre vie. Hein. Donc voilà, pourquoi tu n'as pas porté plainte. Où sont les hommes lutter contre le sexisme? Bah, c'est marrant de faire une vidéo comme ça en septembre 2020, alors que moi j'ai jamais rien foutu pour les droits des femmes pendant des années. Mais bon, voilà, je me sentais légitime pour interpeller les gens comme ça. Pas une très bonne vidéo. Ma vidéo préférée, la voilà, Sorcière d'hier et aujourd'hui, c'est ma meilleure vidéo sur la chaîne, j'en suis absolument convaincu. Je parle des chasses aux sorcières d'hier, des chasses aux sorcières d'aujourd'hui, 982 vues, chaque année à Halloween. Vous voyez, je l'ai sortie pour Halloween, chaque année à Halloween, je la ressors. Je la remets sur Twitter, sur Instagram, mais elle ne décolle pas. Donc en fait, c'est pas une très bonne vidéo, probablement. Mais moi, c'est celle dont je suis la plus fière. J'écris... alors déjà, j'ai été pas mal publié dans mon champ de domaine. Et j'ai écrit un ouvrage en ce moment avec Marine Bruno qui s'appelle On ne peut plus draguer. Voilà. On parle de la séduction, on parle des incels énormément. On parle de la différence entre la séduction et l'agression, etc. Top 10 des slogans féministes, rien du tout. Pas tous les hommes, not all men, je m'interroge. Qu'est-ce qu'on peut dire à la place? Justice pour Julie, hein, sur une jeune fille qui a été violée par des pompiers, une vingtaine de pompiers pendant des années, ils sont tous ressortis libres. Un truc sur la légalisation de la prostitution, il y a plusieurs façons d'aborder la prostitution. Grosso modo, il y a 3 types de lois. Il y a la loi abolitionniste qu'on a actuellement, salut Roxane, qui est une loi où on va sanctionner le client, on va pas sanctionner la personne en situation de prostitution. L'avantage de cette loi, c'est que si jamais il y a une agression, c'est beaucoup plus facile pour la prostituée de se retourner parce qu'il y a de toute façon un délit automatique. Le gros inconvénient, c'est que du coup, pas de cotisation, etc. pour elle. Il y a les lois libérales. Donc les lois libérales sont des lois qui vont légaliser la prostitution, tout est autorisé. Le gros inconvénient, et on le voit avec les exemples allemands et des Pays-Bas, c'est qu'on a des documents là-dessus qui l'attestent, c'est qu'il y a une augmentation des agressions sexuelles sur les lieux, il y a une augmentation des réseaux, malheureusement. Comme c'est légalisé, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Une diminution de l'âge d'entrée dans la prostitution, qui est passé de 16 à 14 ans en Allemagne. Et puis, il y a l'interdiction stricte. Donc voilà, là, j'envisage la question de la légalisation de la prostitution, qui pour moi est une très mauvaise idée. Salut, Nincha. Est une mauvaise idée, malheureusement. Alors, elle a ses inconvénients. Hein. Toutes les lois ont des avantages et des inconvénients. Il faut trouver le moindre mal. Mon mea culpa sur les alliés, oui, c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit je veux plus qu'on m'appelle allié du féminisme. Hein, donc ça, c'était 23 novembre 2021. Ouais, non, mais c'est fou, Clément, cette histoire. Enfin, Clémence, je ne sais pas, pardon. Et donc, voilà, ça fait 1 an et demi que je ne me dis plus allié du féminisme, je me mange encore des gens qui disent tu te dis allié du féminisme, et tu ne connais même pas telle chaîne, ah là là, c'est pro-féministe, on vous détecte. Margot Pinot, vous connaissez, c'était une vidéo sur la judokate qui s'était faite, vous voyez son visage, quoi. Frappé, salut Clément, qui s'était fait vraiment démolir par son conjoint entraîneur, et puis lui il avait juste une côte cassée, et du coup la justice avait dit c'est à peu près égal au niveau des violences, hein, donc on condamne pas. Je parlais de Charlotte Arnoux qui accusait Gérard Depardieu de viol. Charlotte Arnoux, c'est quelqu'un que je côtoyais assez souvent parce qu'on habitait à quelques minutes à pied, l'un de l'autre, 10 minutes. Donc voilà, je la côtoyais. L'affaire Besson, ça a un rapport avec Sainte Von Roy, je crois. Salut Camille Cosen. Et salut Sonia, merci beaucoup, c'est adorable. C'est un très gentil message. Et donc voilà, Sainte Von Roy qui a été agressée sexuellement par Luc Besson pendant le tournage de Valérian, je crois, si je dis pas de bêtises. Elle porte plainte, il ramène le film en post-prod et il supprime toutes les scènes où elle apparaît. Donc voilà, le film est monté bizarrement, mais parce qu'en fait, il a simplement fait censurer, et il a supprimé les scènes de la femme qui l'accuse de viol. Je parle du coup de la virilité, si seulement j'avais su le 1er janvier 2022 que la pauvre Lucie de Peytavin allait être à ce point sous le feu des projecteurs. Des propos sur le terme éthique posé à côté de la GPA, il faut pas user d'euphémisme, la GPA ça veut dire quelque chose. Salut John. La gifle de Will Smith et Chris Rock, mais qu'est-ce qui m'a pris de sortir une vidéo là-dessus? Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, je ne sais pas pourquoi. Les policiers violeurs du 36 quai des Orfèvres, une vidéo sur le droit à l'avortement, voilà, donc ça c'était mes premières vidéos, donc ce sont les... il n'y en a que 30, 113 à 143e, donc voilà comment j'ai commencé la chaîne. Est-ce que vous voulez qu'on redise 2-3 mots? Ah ça me fait plaisir que tu aies découvert la chaîne YouTube. Est-ce que vous voulez que je dise 2-3 mots des autres vidéos, qu'on se fasse vraiment un récap de tout ce que j'ai fait jusque-là?
Ou est-ce que là, déjà, on est plutôt bien? Oui, j'ai vu le débat sur le crayon à l'avortement, c'était catastrophique, ouais. Vraiment, oh là là, les anti-avortements, ils me font peur comme pas possible, hein. Mais le crayon, c'est étrange qu'ils donnent la parole à des anti-avortements, à des antiféministes en permanence, et à un moment donné, il va falloir qu'ils se posent, politiquement parlant, et puis voilà. Ah bah oui, c'était moi, Game in Speed Dating. J'ai arrêté la chaîne il y a quelques semaines, seulement j'ai plus le temps, mais c'était moi aussi. Du coup, vous voulez voir les autres vidéos, on en dit un petit peu? Ah oui, le Mascumag. Bah, le Mascumag, on le refera, Roxane. Moi, j'adorais ce format que j'ai emprunté au Débunker des Étoiles, qui fait un complot mag tous les mois. Mais on refera sans aucun doute. Donc, est-ce qu'on revient sur les autres vidéos aussi? Où est-ce qu'on avance? Sachant que j'ai pas tant de choses que ça à vous montrer. C'est proche de DDE? Bah ouais, c'est terminé, Gaming Speed Dating. Ouais, j'ai plus le temps, hein. J'ai plus le temps, je me suis investi pleinement sur le fou allié. Donc là, il faut que je passe à autre chose, quoi. Je parle de Stéphane Edouard, oui, si vous voulez. Donc Stéphane Edouard, donc j'ai pas de réponse de Mediapart, je m'étais laissé un mois. Donc bah, je passe par Blast maintenant. Voilà. Et on verra si jamais Blast accepte de partager l'enquête. Je l'espère. Je l'espère. Salut Agona. Ma vidéo. Ah oui, bah ouais, non mais c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Merci beaucoup en tout cas pour ta présence, c'est adorable. C'est adorable. Ouh voilà, là, plein de messages en même temps, j'ai pas eu le temps de tout lire. Bah en fait, je pense que Mediapart sont pas très nombreux. Et que en fait, quand ils déploient de l'énergie pour faire une enquête, bah voilà, par définition, ils peuvent enquêter sur rien d'autre. Et je suis pas sûr que ce soit la chose la plus importante pour eux, sur laquelle enquêter, hein. C'est pas certain, hein. Donc voilà, les vidéos, vraiment, elles atteignaient un plateau à 1000 vues à peu près, et bam, 13 000 vues pour ma première vidéo sur Stéphane Edouard, qui date du 1er juin 2022. Ma deuxième vidéo en réalité, parce que la première, elle a été censurée, supprimée. Enfin, supprimée. Infraction, droit d'auteur, machin, donc la vidéo, je pouvais plus la laisser. Donc je l'ai supprimée, je l'ai retournée. Où bah voilà, je découvrais le personnage. Je n'avais pas commencé mon enquête, c'était il y a 2 ans. Je m'étais jamais dit, il y a un an, je m'étais jamais dit qu'un jour je passerais autant de temps à aller le fouiller, quoi. Je m'étais pas rendu compte. Je m'étais pas rendu compte de l'ampleur de la catastrophe. Celle sur le viol, du coup, j'imagine, Sucumbi, où il dit qu'on peut pas violer sans violence. C'est vrai que celle-là, elle avait été beaucoup partagée, hein, par les copains vidéastes. Et là, je commence à trouver ma voix à partir de cette vidéo. À partir de celle sur Johnny Depp. C'est-à-dire que j'ai plus du tout de texte. Je ne fais plus trop de montage à l'écran. Donc je trouve un mode de production qui est un petit peu plus rapide. Ah ouais, c'est vrai que parfois il faut rester sérieux quand on analyse ces propos-là. Et du coup, je parlais un petit peu du procès Johnny Depp avec les informations qu'on avait aujourd'hui. On n'en avait pas autant que ce qu'a produit le documentaire de France 2 là récemment, qui nous a permis de bien comprendre en fait comment il y a eu une manipulation des masses et des jurés. Celle-là n'est pas spécialement intéressante. Là, j'ai appelé une vidéo de façon assez violente. Est-ce qu'il faut qu'elle meure pour qu'elle soit crue? Où j'analysais les réactions qu'il y avait eu autour de l'agression de Margot Pino. Une vidéo sur Dirty Biology. Donc là, je suis un peu dans le réac. Non, pas encore. Non, je suis toujours pas dans le réac là-dedans. Non, j'ai toujours pas commencé à réaliser qu'il fallait que... Bah ça dépend en fait, Maudite Mars. C'est-à-dire qu'en fait, si les discours sont vraiment ridicules, je pense qu'il faut adopter un ton ironique et s'en moquer. Genre Mr. Fred. En revanche, si ce sont des discours qui sont un petit peu construits et qu'il y a de l'argumentaire, je pense qu'il faut y répondre avec de l'argumentaire construit et de la source. Parce que pour le coup, il y a une sorte de développement de cette constellation de vidéastes un peu masculins actuellement, qui est inquiétante, je trouve. Ensemble, ils engrangent des millions de vues tous les mois, hein. Je trouve ça très inquiétant. Et donc, il faut être capable de mettre leur visage sur les miniatures, de mettre leur nom dans le titre de la vidéo pour que les gens qui les écoutent finissent par arriver sur la mienne et m'entendent non pas me moquer, parce que sinon je vaux pas mieux qu'un Guillaume Meurice ou qu'un Yann Barthès, mais m'entendent expliquer pourquoi c'est faux. Oh, c'est gentil, Roxane. Bah oui, non, mais ouais. On va faire ce qu'on peut, en tout cas, pour Stéphane Edouard. Donc voilà, 8 femmes accusées d'ortibologie, je lisais l'article de Mediapart, je parlais ici de l'IVG encore. Ma première vidéo sur Fredo de la vie, 3 juillet, qui était en réaction à un truc avec la tronche en biais, où il leur avait dit, en fait, dans une vidéo, je serais jamais intervenu dans leur histoire, ça ne me regarde pas, puis ça m'intéresse pas trop, en plus de ça. Mais il disait, moi, je suis certainement pas sexiste, et quand j'ai entendu ça, j'ai tilté, je dis, bon, ok, ce monsieur, il est peut-être de bonne foi, je vais faire une vidéo extrêmement pédagogique où je vais lui expliquer pourquoi ce qu'il partage est
du sexisme. Si j'avais su qu'il tenait des propos aussi absurdes, je pense que je me serais moqué dès le départ, parce qu'il n'y a rien à dire, en fait, il faut en rire. Mais bref, des petits extraits du Mascumag, promis, ça reviendra, le Mascumag. Tiffany qui est cyberharcelé, j'en parle ici. Je parle ici d'Andrew Tate, très inquiétant, 5000 vues à l'époque, c'était énorme pour moi. Une vidéo sur Jeanne la Folle. J'étais allé à Madrid avec Déborah, mon amie Jules, avec laquelle je suis fâché malheureusement. Elle me manque beaucoup. Mais bon. C'est des choses qui arrivent, parfois on se fâche avec les gens qu'on aime. Je tombe sur une peinture magnifique qui s'appelle Jeanne la Folle. Merci June, c'est adorable. Merci beaucoup. Je tombe sur une peinture de Jeanne la Folle et je me dis mais pourquoi Jeanne la Folle? Et ce que je lis, je trouve ça incroyable. Ce que je lis sur Jeanne la Folle vraiment me stupéfait. Et c'était une époque où je construisais encore quelques vidéos. Donc là, j'ai pas de texte, je suis quand même en impro, mais je tourne plusieurs fois mes textes, et puis après, je monte. Je mettais même un peu de musique à ce moment-là, puis on m'expliquait que la musique n'était pas forcément indispensable. Bref. Oui, je suis d'accord, Roxane. Je suis d'accord avec ça, mais il est vraiment de bonne foi, et tu sais, je communique un peu avec Antoine, hein, de temps en temps, des courts messages, puis il entend ce que je dis, hein, il entend vraiment. Paduring me dit qu'en plus de ça, il a beaucoup évolué, comme ils sont très amis tous les deux, Paduring et Antoine Goya, sur beaucoup de questions, et du coup, Antoine, il chemine là-dessus. Et même si je suis pas d'accord avec ses propos, par exemple, sur, je sais pas, sur le truc avec lequel qui m'a le plus fâché, c'était quoi? Sébastien Vives, je pense. N'empêche que comme il présente un argumentaire qui est assez construit, en fait, il nous pousse à travailler un peu plus sur notre argumentaire, parce que si tu vas au débat avec un mec comme Antoine Goya, il faut être solide. Et du coup, c'est quelqu'un qui m'aide à pousser la réflexion aussi. Donc voilà, une vidéo sur Jeanne la Folle où j'expliquais, en fait, c'est les hommes qui ont déterminé qu'elle était folle. Mr. Fred, déjà, j'avais oublié que j'avais fait une vidéo sur Mr. Fred en 2022. Ils étaient déjà tous là, mes Pokémon. Ils étaient tous là. Une vidéo sur Thierry Cadasnovas, une vidéo sur mon amoureuse secrète, Annie Ernaux. Je suis devenu fou de ce qu'elle écrit. J'ai lu, je crois que j'ai lu 23 romans d'elle en 4 mois. Bon, après, c'est des romans qui font 80 à 120 pages. C'est très court. Mais vraiment, je suis tombé complètement amoureux de sa plume. Une vidéo qui a été très peu vue, qui s'appelle La langue secrète des femmes. C'est une vidéo sur laquelle je raconte qu'en fait, on a privé d'accès à l'écriture des femmes dans une région en Chine. Et je vous dis, à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on prive d'accès à l'écriture des femmes? Et si ça vous intéresse, vous irez voir la vidéo, c'est assez intéressant. Une vidéo sur Colette, qui a tenu des propos horribles sur les suffragettes, et qui pourtant a écrit beaucoup de textes qui peuvent être qualifiés de féministes. Voilà, les gens ils ont des contradictions, et c'était toujours intéressant à étudier. Cette vidéo elle est nulle, j'aurais jamais dû la partager, je me fiche de cette personne. Ça n'a pas trop d'intérêt. Une réponse à l'article masculiniste du Monde, finalement j'étais publié sur Le Monde, et là, donc le 25 novembre 2022, il y a un changement dans ma chaîne. Un vrai changement, c'est-à-dire que pour la première fois, je fais un réac, un vrai réac. Et à la base, je voulais pas en faire. Non, je connais très peu d'historiens, puis je connais très mal l'histoire en plus, malheureusement, à Titmar. Donc à la base, je voulais pas faire de réac. À la base, je faisais mon truc dans mon coin, je m'intéressais pas trop aux autres, ou si je m'y intéressais, j'essayais de faire un truc pédagogique, mais j'essayais pas trop faire de réac. Et je travaillais vraiment dans mon coin, tout seul. Et en fait c'est un peu idiot. Il y a un moment donné, il y a d'autres vidéastes qui travaillent. Il y a des vidéastes, même si ils parlent rarement du sexisme, qui de temps en temps abordent le sujet, qui sont sensibles à cette question-là. Et donc là, tout s'enchaîne. C'est-à-dire que je fais une vidéo sur Dirty Biology, et sa réponse à Mediapart. Elle fait 8000 vues, je crois qu'à l'époque, elle avait fait 5000 en un mois. Idriss Aberkan qui instrumentalise un témoignage, et là, je comprends un truc. Je comprends que les gens, ils viennent quand je fais du réac. Du coup, je me dis, il faut que j'en fasse. C'est une évidence. Je veux dire, il y a un moment donné où c'est la réalité. Il y a beaucoup de personnes qui vont cliquer simplement pour avoir du clash, mais il faut que j'arrive à les surprendre. Il ne faut pas qu'ils arrivent sur une chaîne où, un peu comme Psyodélique, j'entretiens un clash. Mais simplement que je parte d'un truc qu'ils ont partagé pour développer une pensée. Et si j'arrive à faire ça, si j'arrive à avoir des gens qui suivent Léo Grasset et qui le défendent, et qui entendent mes arguments, et qui changent d'avis, là, quelque part, je suis dans mon rôle. Je suis dans le rôle du fou allié. Le fou allié, vous m'avez posé la question, pourquoi j'ai appelé ça le fou allié? C'est une sorte d'entorse à une insulte misogyne. L'insulte misogyne, vous la connaissez, c'est hystérique, ou alors elles sont folles alliées. Et du coup, je me suis dit, on va faire le fou allié aussi, mais j'ai choisi de condenser le mot allié en un seul mot. Voilà. Parce qu'à l'époque, je me disais allié du féminisme, ce que je me dis plus du tout aujourd'hui d'ailleurs. Et donc voilà, Aberkan me répond, ça a été sacrément chaud pour moi. Vraiment
C'est pas aussi important que le cyberharcèlement que m'ont fait subir les fans de Stéphane Edouard sur la première vidéo de Stéphane Edouard qu'on a vue il y a quelques minutes, mais on n'est pas loin. On était vraiment pas loin. Là, j'ai tremblé un peu. J'ai tremblé un peu de fatigue. Ça devenait vraiment épuisant. Et puis bah voilà, j'ai trouvé ma voie. C'est à partir de là que la chaîne, je me dis, ok, je vais produire un peu plus de contenu. C'est beaucoup plus facile de produire un contenu sur du React, surtout quand on a un petit peu l'habitude de parler de ça. Et donc là, j'alterne. J'alterne sur qu'est-ce qu'on fait après un viol. J'alterne sur le contenu que font d'autres vidéastes. Je fais des trucs beaucoup plus sérieux sur la théorie de la misère sexuelle. Et j'alterne. Et j'ai trouvé mon ton. Et donc on en est là aujourd'hui. Et ben, je suis assez content. Ça y est, j'ai trouvé mon rythme. Une vidéo par jour, ce sera pas forcément... Oui, il y en a plein qui se sont fait avoir par Léo Grasset, malheureusement. Ce sera pas forcément mon rythme ad vitam aeternam, mais en ce moment, c'est un rythme qui est facile à tenir pour moi. Quand on fait des lives ensemble, je fais des captures vidéo, des petites capsules pour mettre ensuite sur la vidéo, sur la chaîne. Ça me fait 4 ou 5 vidéos par semaine automatiques, donc j'ai même pas besoin de les faire. Et puis, bah, je fais souvent 1, 2 ou 3 vidéos supplémentaires sur des trucs d'actualité. Là, j'étais en vacances. Alors où est-ce que c'était Quand Idriss Aberkane sort son tweet absolument naze là sur Polytechnique. Donc voilà, je sors des petites vidéos pour réagir un petit peu à l'actu. 3500 vues seulement pour Aberkane, c'est pas énorme, mais je suis content, j'ai dit ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Savoir que si on parle des VSS, c'est pas pour marquer un point, pour démontrer autre chose. On parle des VSS, on en parle avec sérieux, quoi. Il n'est pas question de dire, c'est comme la pédocriminalité, de traiter tout le monde de pédocriminel. C'est des choses sérieuses, ces trucs-là. Et donc ça doit être traité avec sérieux. Donc la vidéo sur les coachs en séduction, je vais juste la programmer au 6, comme ça les personnes qui ne peuvent pas suivre le live aujourd'hui verront le replay du live demain. Voilà, pour un petit résumé de ce que j'ai produit là en 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Actuellement, on est quand même sur un total de 560 000 vues sur la chaîne, donc c'est beaucoup. Je suis très content de ça. Sachant que j'étais à... Vous voyez les chiffres, hein, avant 2022, j'avais rien, hein, ça n'apparaît même pas tellement c'était bas. Donc un premier développement vraiment en 2022, et puis à partir des réacs, vraiment à partir des réacs, là, paf, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne et ça décolle. Et là, actuellement, je suis à peu près à 150 000 vues par mois. Voilà, c'est très bien, je suis très content. Vraiment très content de ça. Et je suis content que vous soyez là et qu'on échange ensemble. Il y a un truc que je voulais vous montrer qui est très intéressant, que j'ai oublié de vous montrer, qui doit être, je pense, ici, oui. C'est que il y a, depuis le début de la création de la chaîne, 55% de mon audience qui est composée d'hommes. Voilà. Et 44% de femmes. Et c'est exactement ce que je voulais au départ. Et que je veux toujours, d'ailleurs. C'est aux hommes que je veux parler, surtout. Du coup, je suis vraiment très, très, très content de ça. Donc j'ai plus d'hommes que de femmes qui regardent la chaîne, 55%. Ah bah merci Roxane. Bah vraiment, je te dis Roxane, là récemment il y a eu 2-3 trucs qui se sont produits autour de lui. Des trucs vraiment pas drôles, dont vous avez peut-être entendu parler ou pas, mais je ne vais pas revenir dessus parce que c'est de la rumeur et j'aime pas ça. Il a réagi avec vraiment un humanisme, enfin je suis très très agréablement surpris. Merci Blood Angel, c'est adorable. C'est vraiment un mec bien et du coup je suis très content de le connaître, je suis très content qu'on échange et on se rencontrera prochainement bien sûr. Parce que voilà, c'est vraiment un mec bien et j'ai envie d'être entouré de bonnes personnes, quoi. Oui, alors c'est vrai que heureusement que vous êtes là dans les commentaires. Déjà parce que quand on commente une vidéo, ça la met en avant. Alors j'ai un taux de réac à mes vidéos qui est très très largement supérieur au taux de réaction moyenne. Une vidéo qui fait 1 million de vues en moyenne génère entre 1000 et 2000 commentaires. En moyenne, il y a des vidéastes qui en font plus. Quasiment toutes mes vidéos font au moins 200 commentaires, parfois 1000, pour très peu de vues. Et donc, ça pousse YouTube à mettre les vidéos en avant. Puisque les taux de réac sont anormalement supérieurs. Les taux de like et de dislike aussi sont fréquents. Du coup, voilà, ouais, merci. C'est aussi parce que vous commentez que les vidéos sont mises en avant et sont proposées parfois par l'algorithme de YouTube. Du coup, voilà. Bah, en fait, à la base, Motismart, moi, je voulais vraiment faire une chaîne qui s'adresse aux hommes et j'ai pas lâché cette idée-là. Hein. Mon idée, c'est vraiment de parler aux hommes qui comprennent pas pourquoi on lutte contre le sexisme. Voilà. Et petit à petit, je suis obligé de vous en êtes peut-être aperçu, peut-être pas. Je vais être obligé de temps en temps de parler de politique parce que plus le temps passe et plus je réalise à quel point en fait on peut pas considérer que le sexisme est un problème à part dans la société. Je vous donne un exemple très simple. Ah, merci beaucoup Swoon, j'apprécie que tu m'écrives ça. Demain, imaginez, l'État met à notre disposition un salaire à vie de 2000 euros. De 2000 euros par personne. Tous les citoyens, toutes les citoyennes en France touchent 2000 euros par mois net d'impôts. Bon, c'est une sorte de salaire à vie.
Ça signifierait quoi? Ça signifierait que plus aucune femme ne dépendrait financièrement pour survivre d'un homme. Et donc, on verrait automatiquement une décrue des violences conjugales. Automatiquement, il y aurait toujours de la violence conjugale, ça existerait toujours sous des formes différentes. Et donc, finalement, pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que on ne peut pas considérer que le sexisme ne doit pas être intégré à un projet politique. Et étant donné que j'ai une sensibilité qui est très à gauche, moi je l'intègre dans un programme politique de gauche, parce que je pense que c'est eux qui défendent réellement les droits des femmes. Du coup, salut Ilgrim, sois la bienvenue ce soir. Du coup voilà, j'en parlerai de plus en plus de ça. Alors ce sera jamais juste des vidéos de politique, parce qu'il y a des vidéastes qui font ça tellement mieux que moi. Je veux dire, vous allez chez Dany Raz, jamais je pourrais être plus pertinent qu'eux sur des sujets politiques. Pareil pour Paduring, même pour Antoine Goya, quand il fait de l'art un objet politique, je peux pas être plus précis que ça. Ce sera toujours sous l'angle du sexisme, mais je serai de plus en plus amené à en parler. Je l'avais fait quand je vous avais présenté l'étude qui montrait que l'État ne finançait pas les grandes études des femmes, par exemple. Et donc voilà, petit à petit, je vais devoir le faire parce qu'à un moment donné, il va aussi falloir, si la chaîne continue à progresser, alors je maîtrise pas assez, en tout cas j'ai pas assez de lecture, il va aussi falloir que je me mouille, il va aussi falloir à un moment donné que je me positionne parce que il y a des vidéastes qui s'intéressent à mes travaux, même des vidéastes qui m'appréciaient pas du tout avant, un peu de ma faute d'ailleurs, je pense à Cassandre, qui jette un coup d'œil de temps en temps. Ouais, je suis d'accord, Agona. Mais ils font quand même beaucoup plus de bien à la société que de mal, je trouve. Vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Ils arrivent à vulgariser en fait des choses qui sont très complexes, qui permettent à beaucoup de personnes, ce qu'on appelle un peu des rouges-bruns, qui ne sauraient pas où se situer, qui pourraient voter un peu à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, à les convaincre. Avec plaisir, Camille Cosen, je mettrai ça demain sur le chat. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup leurs travaux. Et donc, en fait, il y a un moment donné où, comme ils s'intéressent à mes travaux, il va falloir que je me positionne. Ils vont me demander de me positionner. Et il faudra. Alors, les esthéticiens, c'est la grande blague. C'est vraiment la grande blague des esthéticiens. Mais moi aussi, j'ai dit des bêtises d'ailleurs, mon petit marrant. On en dit tous, hein. Du coup, la grande blague, c'est une blague de Gaïs de Geek and Fit. Sur Twitter, très souvent, les gens disent le fou allié, pour un zététicien, il vérifie pas toujours ses sources. Je me dis, mais je suis pas zététicien, je ne m'en revendique pas, je sais à peine ce que c'est, je connais pas leur démarche, je connais pas leur méthode, je connais pas leur vocabulaire, je ne les connais pas eux-mêmes. J'ai un peu échangé avec Thomas Durand, avec le temps, ça fait quelques échanges avec Gaïs, les autres, je les connais pas du tout. Et du coup, c'est un peu devenu la blague de Gaïs arrête pas de me dire tu vas faire l'année prochaine, tu fais le rec avec nous. Mais non, c'est pas du tout mon milieu, c'est vraiment pas mon milieu. Mais oui, voilà, c'est ça. J'ai attaqué Aberkan, j'ai attaqué Casas Novas, du coup, je suis zététicien, c'est ça. Mais non, j'en revendique pas la méthode. Vraiment pas. Donc voilà pour la chaîne. Vous voyez, là, ça c'est l'évolution du nombre de vues, enfin voilà, c'est haut, quoi, ça devient une chaîne assez importante, quoi. Si, alors en fait, on devait faire ça, alors que je vous dise pas de bêtises. Attendez un instant, parce que là, je vais rentrer dans mes DM pendant un instant. Blablabla, ça c'est pas lui, ça c'est Antoine Goya qui me troll. Le voilà, du coup, oui, on devait faire un truc la semaine dernière, avant mes vacances, puis vous voyez, il me dit qu'on s'est un peu loupé, je lui ai pas répondu depuis, là, je vais lui répondre tout de suite. J'ai pas pu discuter avec Gontran, mais je vais tout de suite envoyer un message à Monsieur Sam pour pas qu'il pense que je suis vexé, parce que je suis pas vexé. Aucun souci, Sam. Voilà. Voilà. Cassandre, je pense pas qu'elle m'apprécie encore, mais je pense qu'elle voit ma démarche aussi. Et je pense qu'elle est sensible à ma démarche de réflexion sur le fait que je sois pas arrêté sur tout un tas de sujets. Sur vraiment tout un tas de sujets. Typiquement, on m'avait dit, moi je suis sur une position abolitionniste de la prostitution par exemple, et on m'avait dit, mais lis quand même les gens qui sont pour une libéralisation de la... Oui, j'ai dit elle, pardon, je voulais dire il, excuse-moi. Pour une libéralisation de la prostitution. Et j'ai lu quand même, ça m'a pas fait changer d'avis, mais j'ai quand même lu, c'est important d'aller. Et je pense qu'il est sensible à ce genre de démarche en fait. Salut Miss PDD, est-ce que ça va en ce moment Miss PDD? Petit message un peu personnel, mais on est en contact de temps en temps. Ok, bon, je suis content. Oui, j'ai vu par rapport à Samuel Etienne. Je pense que ce qu'il a fait est maladroit. En quelques mots, Samuel Etienne a fait un live où il parle de sexisme. Il a eu 3 invités, je crois 3 hommes. Donc ils étaient 4 hommes pour parler de sexisme. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Les gens lui ont dit. Moi, je suis pas un grand fan de Samuel Etienne, c'est moins qu'on puisse dire, mais les gens lui ont dit. Ils aient défendu. On passe à autre chose. Voilà, on passe à autre chose. Ah oui, la vidéo sur le sens de la vie, elle était spéciale. J'ai eu du mal à... J'ai vraiment eu du mal à me positionner.
Les filles de chez Némésis, les féministes de chez... Alors Némésis, pour ceux qui ne savent pas, c'est un collectif féministe d'extrême droite. Je ne sais pas trop ce qu'elles partagent, j'avoue ne même pas les suivre, je ne sais même pas qui est dans ce collectif. Donc non, pas particulièrement. Salut, elle est pas drôle. Donc non, j'ai pas de réac de prévu. Pourquoi il y a eu une dinguerie récente voilà, je connais très très mal ce mouvement. Je m'en garde un petit peu éloigné, mais bref. Vous m'avez demandé mes lectures. Bah, vous n'allez pas être déçus. On va commencer par quoi? On va commencer par ce que j'ai lu cette semaine. Oui, non, mais il y a plein de trucs que contre-indiquent et un peu. Oui, j'ai entendu, c'est pour ça que je me suis repris après. J'ai dit il, ouais. Oui. J'ai vu ça. Bien sûr, complètement pour faire ce genre de choses, ma petite Mar, complètement d'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai lu là pendant une semaine? J'ai lu 5 bouquins. Ça, c'était facile à lire. J'ai eu Ariel de Sylvia Pass. C'est un recueil de poésie. Voilà, d'une féministe, pardon. Très intéressant, très joli recueil de poésie. Malheureusement, c'est une femme qui s'est suicidée très jeune et qui a écrit dans les années 60 et 70. Et quoi? Et du coup, voilà, c'est assez sombre, mais c'est très intéressant. J'ai lu Femme sous emprise de Marie-France Irigoyen, que j'ai annoté du début à la fin pour pouvoir vous en parler prochainement. Là, il est vraiment annoté de partout, hein. Tout est surligné dans tous les sens. Autant dire que ces livres-là, je pourrais jamais les vendre. Alors, j'en ai lu un, quelle claque, oh là là, quel classique. Le ventre des femmes, de Françoise Vergès. Punaise. Ça c'est puissant, donc ça parle d'intersectionnalité, très intéressant, sauf que moi je connais mal les mouvements intersectionnels. C'est brillant. Et ça raconte en fait, pareil, je l'ai surligné du début à la fin, tout est surligné partout, ça raconte comment l'État français, alors que l'avortement était encore illégal dans comment on appelle ça, en métropole, comment ils ont avorté et ensuite stérilisé de force des femmes à La Réunion, par peur de la dépopulation. Et donc, la théorie développée par François Vergès là-dedans, c'est que si toutes les femmes subissent du sexisme, toutes les femmes ne subissent pas le même sexisme. Et qu'il y a des façons du coup différentes de lutter contre ces différents types de sexisme. C'était remarquable. Super ouvrage, Céline Picq, Déviriliser le monde, je vous en avais déjà parlé, je l'ai terminé, pareil, il est surligné de tous les côtés, je vous le présenterai. Ancienne porte-parole d'OLF, je crois qu'elle travaille actuellement au Haut Conseil pour l'égalité. C'est un ouvrage qui est très puissant, qui est extrêmement radical dans ses propos, hein. Alors, rien que si je vous lis quelques titres de chapitres, démanteler les boys clubs, qu'est-ce qu'on a comme titre de chapitre assez radical, créer un véritable service public de la petite enfance, ça aussi c'est une attaque à l'État. Enfin bref, super ouvrage. Non, en fait, elle parle de plusieurs médecins. Alors, elle parle du procès d'un des médecins, hein, qui s'appelait Moreau. Et du coup, elle fait le parallèle avec un roman de science-fiction que je n'ai jamais lu, qui s'appelle L'île du docteur Moreau, mais j'avais vu le film, qui était plutôt moyen d'ailleurs. Mais apparemment, non, ça a été pratiqué par énormément de médecins, et il y en a eu beaucoup. Et ma dernière lecture de ces vacances, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, bah oui, hein, il y a 800 pages, c'est Backlash, de Suzanne Faloudi, que je vous avais cité parce que j'avais lu les 150 premières pages, j'avais pas lu la suite. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable, c'est comment les hommes finalement s'opposent aux féministes en amenant la crise de la masculinité, en augmentant les violences masculines à chaque fois que les femmes ont gagné des droits. C'est incroyable, il faudra que je vous en présente des petits extraits de ces 4. Ça, c'est ce que j'ai eu pendant les vacances. Je vais vous présenter mes lectures actuelles. Vous allez voir, je suis assez erratique quand je bouquine. Alors, quand je lis un roman, je les lis un par un. Mais sur le féminisme, j'aime bien alterner, lire 10 pages de l'une, 10 pages de l'autre. Là, j'ai un ouvrage d'Horia Boutelgia. Alors, moi, je suis pas un grand fan de Boutelgia, mais je veux quand même lire sa pensée. Beauf et barbare, le pari du nous. Je veux lire sa pensée, je veux la comprendre. Et bah, c'est pas mal du tout. C'est vraiment de la pensée, pour le coup. Il y a vraiment des choses intéressantes à l'intérieur, hein. J'adhère pas à tout, loin de là, mais je suis content de lire. J'en ai eu 80 pages seulement pour l'instant. Je suis en train de lire Union ouvrière de Floria Tristan, une grande figure du féminisme que je ne connaissais pas. Pareil, j'en ai lu une centaine de pages pour l'instant, c'est remarquable. Je ne sais pas si vous connaissiez Flora Tristan, moi je ne connaissais pas, j'ai découvert un peu par hasard. J'ai lu le début, une trentaine de pages de Blues et féminisme noir d'Angela Davis. C'est super, je pense que celui-là, à mon avis, je vais m'y mettre d'un coup, puis je vais le lire en une après-midi. J'ai un rythme de lecture assez soutenu, bah oui, j'irai avec grand plaisir en tout cas. Avec grand plaisir.
Marguerite Stern, tu nous dis El Pizza, un petit peu hors contexte. Merci pour le message. Et n'hésite pas à me dire ce dont il s'agit. Je l'ai quasiment terminé. Femme, race et classe d'Angela Davis. Je l'ai quasiment fini. Un ouvrage sur l'intersectionnalité dans le féminisme. C'est très intéressant. Je l'ai à peine commencé. Malheureusement, quelques pages. Jamila Boupacha de Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, je vous en parlerai. Hein. Une grande mutilée de la guerre d'Algérie, torturée par la France. Enfin bref. Et là, je l'ai quasiment terminé. Reclaim, recueil de textes éco-féministes. Donc ça, ce sont mes lectures actuelles. J'en ai encore pour 2-3 semaines, je pense. Merci, Steph, pour l'abonnement Sois-le ou la bienvenue. Donc ça, c'est mes lectures actuelles. À mon avis, dans 3 semaines, un mois, j'en aurai terminé. Sur ces mêmes propos, non, j'ai pas vu ce qu'elle avait partagé récemment. J'ai vu qu'elle se rapprochait beaucoup des Rochdy et compagnie. Ça me désole. Salut. Voilà, donc ça, c'est mes lectures pour les 2-3 prochaines semaines. J'en ai pour 2-3 semaines à lire tout ça, je pense. Mais c'est pas fini, loin de là. Donc voilà, ça c'est ce que je lirai juste après. Et bah très intéressant, si tu as des recommandations à me faire de lecture, Elric M, n'hésite surtout pas. Donc, qu'est-ce qui m'attend dans les prochains mois? Oh, je pense que c'était de l'humour. Quand elle disait il faut du courage pour porter votre enfant, je pense que c'est du second degré. Moi, j'ai pas pris ça au premier degré pour le coup. Ah, Mindhunter. Oui, exactement, Maudit Smart. C'est vraiment un personnage qui, moi, ne me plaît pas, mais on m'a dit il faut quand même lire ses écrits, il y a des choses intéressantes. Et c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dis, Roxane? Je lis Mindhunter sur les questions des victimes à haut et bas risque. Il reconnaissait déjà le... Ouais, très intéressant. Bah, écoute, je vais me le mettre dans un coin. Je fais juste une petite capture. Voilà, comme ça, je l'aurai sous les yeux. La dénoncer le silence des viols de colonne, bah, c'est bien de le dénoncer. Après, si c'est juste pour dire il faut dénoncer tous les types de viols, c'est important. Si c'est pour dire c'est les musulmans qui violent, bon, c'est non, quoi. Le truc des viols de Cologne a été dénoncé par des associations féministes. Moi, je suis très désagréablement surpris de la vidéo qu'on m'a demandé de commenter, qui dit la mort du féminisme, elles n'ont pas dénoncé ce qui s'est passé à Cologne. J'ai retrouvé tout un tas d'associations féministes qui, en fait, ont complètement dénoncé, quoi. Du coup, je comprends pas très bien. Bref, qu'est-ce qui m'attend dans les prochains mois, une fois que j'ai fini mes lectures? Une guerre mondiale contre les femmes, de Silvia Federici. Alors ça, c'est très radical dans les propos. Antoinette Fouque, je sais, Antoinette Fouque, les propos sur la pédocriminalité, je sais, mais je veux quand même lire Génésique. Je veux lire ce qu'elle a produit comme pensée. C'est une première féministe, très proche du MLF. Non mais bien sûr, Roxane, c'est vraiment une attaque qui est complètement infondée. Donc je sais ses propos très très graves sur la pédocriminalité, mais je veux quand même lire. Christine Barr, je ne sais pas qui c'est, Mélissa Blais non plus, mais François Dupuis-Léry par contre je sais qui c'est. Antiféminisme et masculinisme d'hier et aujourd'hui. Donc j'aurai ça comme lecture à venir. Un petit pavé de 400 pages, bon voilà, ça a l'air écrit gros. La sociologie des comportements sexuels de Maryse Jappard, donc là un truc beaucoup plus sérieux, beaucoup plus universitaire, qui m'intéresse aussi beaucoup. Un roman de Charlotte Perkins Gilman, Herland, que vous m'avez recommandé, j'ai hâte de le lire, qui se passe dans une utopie, je crois, dans un matriarcat, il me semble, ça a l'air très court, malheureusement moi j'aime bien les très gros romans, j'aime bien les trucs de 1000 pages. Sylvia Plath, La cloche de la détresse, donc la même qui écrit la poésie que je disais tout à l'heure. Oui, mais je compte en parler justement de cette vidéo prochainement. La pensée straight de Monique Wittig, une autrice que j'ai évitée pendant très longtemps, parce que j'étais bête. J'ai longtemps évité Monique Wittig, et puis en fait j'ai adoré les 2 ouvrages que j'ai lus d'elle, et celui-ci il me manque, La pensée straight, donc j'ai hâte de la voir. Ma chouchoute du moment, Emma Goldman, l'anarchisme, ce dont il s'agit vraiment. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode que j'ai fait sur Emma Goldman, je la trouve brillantissime. Donc voilà, enfin je vais pouvoir lire un recueil un petit peu plus complet que les tout petits trucs que j'ai lus d'elle jusque-là. Merci Drucci pour l'abonnement, c'est adorable. Merci beaucoup. Ah super Roxane, super. Ouais c'est ça la vidéo de Georges. Ça, l'ennemi principal, il a juste été réédité, donc je l'ai repris, juste par principe, parce que c'est Christine Delphi et que c'est ma chouchoute. Ça, j'ai déjà lu. La crise de la masculinité de François Dupuis-Léry, j'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé. Un gros ouvrage de psychotraumato que je repotasse pour la 2e fois. C'est toujours intéressant de bien savoir de quoi on parle. Le livre noir des violences sexuelles de Muriel Salmona, je n'avais toujours pas lu, je vous avais dit que je ne l'avais pas lu. Et il faut absolument que je le lise, et du coup je me suis aussi commandé Violence conjugale et famille. Pareil, de Muriel Salmona, voilà ce que je vais lire. Le dernier écrit d'Édouard Durand que je n'ai pas lu encore, Violence conjugale, le droit d'être protégé, que je n'ai pas lu. Et terminer ma lecture de Femmes d'hier. Voilà, le gros truc sur les femmes à l'époque du néolithique. Voilà, ça me fait pas mal de lectures. À mon avis, j'en ai pour peut-être 1 mois et demi, 2 mois à lire tout ça, peut-être un peu plus. Quoique là, j'ai quasiment fini mon année de travail, donc je vais vraiment avoir des journées entières pour bouquiner. Du coup, voilà. Voilà, vous voulez mes lectures du moment, les voilà. Les lectures des vacances et puis les futures lectures.
Alors, l'ouvrage que j'ai pris sur la psychotraumatologie, je ne suis pas allé très loin. J'ai pris un ouvrage chez Duno. Parce que Duno, tu sais, ils produisent beaucoup de trucs un petit peu pédagogiques. Donc ça s'appelle Aide-mémoire, psychotraumatologie en 51 notions. Voilà ce que j'ai pris. Voilà ce que j'ai pris, mais je ne sais pas du tout, si c'est le plus sérieux quoi que ce soit. Je l'avais déjà potassé une première fois, je le repotasse une fois, puisque comme j'accompagne quand même de temps en temps des femmes victimes de violences conjugales, je veux le faire bien. Celui-là, je l'ai déjà lu, je vais le ranger. Et voilà. J'ai dit quoi? J'ai dit Stéphane Edouard ou Édouard Durand, hein, le juge Édouard Durand, hein, qui écrit avec Ernestine René. Hein. J'espère que j'ai pas dit que je les ai pas confondus encore une fois. Et donc vous m'avez recommandé une autre lecture, c'est ça, je crois. Le dernier Photographica sur le nu. Intéressant. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est de ça dont tu me parles? Est-ce que c'est de cet ouvrage? Est-ce que c'est ça que tu me recommandes? Pas de souci, Kakita, avec grand plaisir. Bah, après, à chaque live, on peut dire deux mots sur les ouvrages que je lis, hein, si ça vous intéresse. C'est celui-là, et bah super, merci Roxane. Je vais probablement me le commander. Donc Roxane nous recommande un ouvrage qui s'appelle Photographica, photographie et modèle. On va juste lire le synopsis ensemble. La photographie de nu comme genre structurant de l'histoire de la photographie et de l'établissement de son marché est analysée dans l'historiographie de la photographie artistique depuis les années 90. Ce numéro souhaite aborder la question de la photographie de nu du point de vue des modèles eux-mêmes, dans une approche décentrée de la photographie, en considérant les modèles comme autant de coproducteurs et coproductrices volontaires ou involontaires. Les articles publiés éclairent les vies, les parcours et les statuts parfois hybrides de ces modèles à travers l'histoire de la photographie, en interrogeant ses positions relatives de muse, épouse ou de comédienne. Ah, très bien, très intéressant. Participant ou non d'une renommée qui bénéficie parfois d'une toute autre histoire. Ce numéro intitulé Photographie et modèles, le nu et ses histoires, voudrait aussi étendre l'histoire de la photographie à celle de ses modèles, comme autant d'acteurs et d'actrices majeurs d'une iconographie symbole de la transformation de l'image des corps, majoritairement féminin, en marchandise. Super, merci beaucoup. C'est Roxane, je crois, qui me l'a recommandé. Vraiment, merci beaucoup, c'est adorable. Ah bah c'est très gentil. Une des raisons pour lesquelles je cite toujours mes sources, Kakita, c'est pas spécialement pour draguer les esthéticiens, loin de là. Mais c'est simplement parce que je veux bien que les gens comprennent quand ils regardent mes vidéos que moi j'ai rien inventé, j'ai inventé aucun concept, je suis allié de rien du tout, je m'intéresse au sexisme et je dis si vous vous y intéressez, les concepts ils sont là-dedans. Et du coup je dis dans quoi les concepts sont. Voilà, ça permet de mettre les femmes en avant, de pas me mettre moi en avant, c'est pas moi qui invente tout ce dont je parle. Alors Pauline Léon et Claire Lacombe. Alors, hop là, petite capture d'écran, merci du coup pour les noms. Et salut Love School. Ah, mais est-ce que vous savez qui est Love School? Est-ce que tu sais, Love School, ce que j'avais prévu de faire à la fin du live? Parce que comme c'est un live 5000 abonnés, j'avais évidemment prévu de parler d'un bon exemple, quoi, d'un modèle, de quelqu'un qui travaille bien sur Internet. Donc devine ce que j'avais prévu de faire à la fin de ce live. Je voulais pas te prévenir, en fait, je voulais te l'envoyer par Twitter demain. Je pense qu'il a deviné. Alors, Love School, il est timide comme pas possible. C'est Fils de Bulle. Ah bah, je sais même pas pourquoi je vous le tape, puisque je l'ai mis en favori pour ce soir. Et voilà. Et donc, en fait, Fils de Bulle a sorti une vidéo que j'ai retirée. Pourquoi je l'ai retirée? Parce que je dis son prénom dans la vidéo comme un idiot, et que ce serait quand même bien de respecter les... L'obscur, d'accord. De respecter l'anonymat des gens, mais je l'ai appelé par son prénom parce qu'on s'était eu au téléphone, j'ai appris son prénom, donc je l'ai appelé par son prénom. Mais il faut quand même que je la remette en ligne, cette vidéo, parce qu'elle est super. Donc je voulais juste en commenter une ce soir, c'était celle-là. Donc voilà, est-ce que tu as envie, pourquoi pas, de m'appeler pendant l'émission et on commente ta vidéo ensemble? Est-ce que tu as envie qu'on fasse ça, ou est-ce que c'est un peu gênant, un peu difficile? Parce que là, je te prends un petit peu de cours en te proposant ça. Ouais, c'est ça, j'ai doxé un copain allié, quoi. C'était parfaitement involontaire. Bah oui, en plus, la vidéo, elle avait déjà été vue 200 fois en 20 minutes de partage. Je me suis dit, ok, je la retire, je la referai tranquillement. Mais donc voilà, on va voir si Fils de Bulle a envie d'intervenir en live pour qu'on commente sa vidéo ensemble. Et tu réagiras dans le chat, je comprends très bien. Parfait. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre avant qu'on passe à ça? Vous m'avez demandé une vidéo anti-déprime, je vous l'ai partagée ce matin.
Est-ce que j'ai été contacté par des spectateurs de contenu mascu qui se sont remis en question? Ouais, je comprends, malheureusement. Après mes vidéos, eh ben écoutez, je vais vous surprendre. Figurez-vous que non, pas du tout. Il n'y en a absolument aucun qui a changé d'avis, je ne vais pas du tout vous surprendre. Même si, force est de constater que j'ai quand même reçu un commentaire qui est agréable à lire sous la vidéo de Mr. Fred ce matin. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, ce commentaire. Je vais même l'épingler, parce que ça mérite d'être épinglé quand même. Hein. Alors, si je mets ça comme ça, je devrais le retrouver assez rapidement. Ah là là, peut-être il a peut-être vu la vidéo très vite et il a peut-être réagi vraiment très vite. Ah voilà, donc on va quand même épingler son commentaire, c'est la moindre des choses. C'est mérité. Donc j'ai fait une vidéo sur Mr. Fred que j'ai partagée ce matin. Et qui c'est qui répond? Eh ben c'est Mr. Fred qui vient répondre. Ouais, non mais je sais, il est code juge effectivement et il me répète toujours la même question à laquelle j'ai déjà répondu. Il me dit pourquoi il y a eu que des systèmes patriarcaux, toujours la même question. Mais je lui dis je ne sais pas. Il faut que tu bookines pour chercher la solution. J'ai pas une explication monocausale que je peux donner sur un truc YouTube. Donc Mr. Fred a répondu à la vidéo ce matin en disant super vidéo, tu m'as fait rire de moi-même, sache que tu as tout mon respect malgré la divergence de nos points de vue. Donc j'ai répondu bien évidemment. Bravo pour le sens de l'autodérision, il mérite que je lui dise bravo. J'espère néanmoins que la vidéo te donnera à réfléchir sincèrement, tu es sur une pente dangereuse. Mais c'est bien en fait qu'ils répondent. C'est bien qu'ils y répondent par l'humour, c'est bien qu'ils y répondent pas par l'attaque, ils sont pas tous comme ça. Hein, les droitards, ils sont pas tous comme ça. Et donc j'apprécie, quoi. J'apprécie. Et le jour où il va en sortir une sur ma tronche, parce que ça va me tomber dessus, je suis pas naïf, je le sais bien. Moi, c'est la 3e fois que je parle de lui, ça va finir par sortir. Je réagirai pareil, de façon aussi courtoise. Donc voilà, bonne réaction, je m'y attendais pas. Je sais pas combien de la vidéo il a vu, mais voilà, bonne réaction de sa part. Voilà, qu'est-ce que vous m'avez demandé d'autre sur Twitter? Du coup, j'ai pas reçu le message que je voulais montrer en vocal, parce qu'on me l'a pas envoyé. Pourquoi j'ai créé une chaîne pour pas être féministe? J'en ai déjà parlé un petit peu, mais je peux en reparler un petit peu. Non, j'ai jamais fait de live pour défendre Mila, non, effectivement, non, j'ai jamais fait de live, j'en avais jamais parlé, mais l'affaire Mila était quand même antérieure à la création du Foyer, j'aurais pu parler de son jugement, il y a des choses intéressantes à dire quand même sur la lesbophobie, sur le harcèlement en ligne, il y avait quand même des choses à dire par rapport à ça. Ah bah écoute, merci Kakita, c'est très gentil de ta part. Faut essayer, on sait jamais. On sait jamais. Mais alors Roxane, ce que tu ignores, Roxane, c'est que Paduring écrit aussi pour le Foilier, bien sûr. C'est lui qui m'a lavé le cerveau, qui écrit Mixscript. Hein, il est à côté là, puis il surveille bien tout ce que je dis. Hein. C'était drôle ça. Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question? Ok, ça marche, merci pour la recommandation, Titmar. Qu'est-ce que je pense des personnes ou des groupes qui prétendent être féministes ou alliés tout en menaçant les droits des femmes? Ah, alors à quoi est-ce qu'il fait référence? Parce que là, je n'ai pas d'exemple. Ah oui, il parle du Strass, oui, non mais oui, effectivement. Alors il parle de certains transactivistes. Ouais. Alors le problème, c'est que des faux alliés, il y en a partout, quoi. Il y en a dans les luttes LGBTQ, il y en a dans les luttes féministes, il y en a dans les mouvements de gauche, il y en a dans les mouvements de droite, il y en a dans le Strass, il y en a dans toutes les associations. C'est très difficile, du coup, de dire, en fait, c'est dans tel type de milieu qu'il y a des problèmes. Je ne soutiens pas du tout le Strass, ni ses communications, ni le fait... Parce que, en fait, si c'est pour dire on veut améliorer la condition de vie des femmes en situation de prostitution, bah oui, bien sûr, hein, on veut tous ça. Il faut absolument leur éviter qu'elles soient agressées, etc. Le discours du Strass, c'est pas ça. Hein. Le discours du Strass, c'est de dire le proxénétisme est un métier et on veut que le proxénétisme soit reconnu, quoi. Et ça, effectivement, enfin, je veux dire, non, quoi. Je veux dire, on va pas modifier la loi abolitionniste actuelle pour que les femmes appartiennent à des MAC, quoi. Ça va pas. Et là-dessus, je suis pas du tout d'accord. Salut Hermione. C'est vrai que j'ai de la chance. J'ai pas beaucoup de personnes désagréables. J'en ai pris une très sévère hier quand même sur Twitter par une rat femme qui m'a suivi pendant longtemps. Surtout ne lui répondez pas, s'il vous plaît. Hein. Elle a tout à fait le droit d'exprimer sa colère à mon encontre, qu'elle soit justifiée ou non. En l'occurrence, là, c'est vraiment à côté. Hein. Du coup, c'est pas justifié, mais ne lui répondez pas. Hein. C'est quelqu'un que je connais, qui a un passé avec la violence masculine très, très important, qui a survécu à beaucoup de situations difficiles. Elle a le droit d'être fâchée pour X ou Y chose. Donc voilà, il y avait un peu de toxicité par-ci par-là, mais c'est vrai que j'ai la chance, j'ai l'impression vraiment qu'on est une communauté assez bienveillante. Je ne sais pas. Non, par exemple, moi je suis pas pour une remise en place de maisons closes, par exemple. Je suis vraiment pas pour je suis pas pour un système en fait où on va remettre la prostitution aux mains des hommes qui vont contrôler les prostituées. Et du coup,
c'est très très compliqué en fait d'être extrêmement positionné sur une position par rapport à ce qu'il faut faire par rapport à la prostitution. C'est très difficile parce que tous les systèmes qui existent ont des avantages et des inconvénients. Et donc je pense qu'il faut garder à l'esprit le moindre mal, se dire qu'est-ce qui est le moins désavantageux pour les femmes en situation de prostitution. C'est toujours la même question, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que ça sous-entendrait que... qu'est-ce que ça sous-entendrait en fait aux mains de femmes? Ouais, bon. Est-ce que l'esclavage est moins grave parce qu'il y a eu des femmes blanches qui achetaient des femmes noires? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est moins grave? On est toujours dans une forme de dépendance, donc voilà, non, moi je suis... Non, moi je suis effectivement pas pour ces choses-là. C'est des sujets qui doivent être discutés, et en fait, une des choses qui m'agace avec le Stras aussi, c'est qu'ils font partie des groupuscules qui veulent apporter des réponses définitives et monocausales à des problèmes qui sont complexes. Ah, avec plaisir, bienvenue Dark Eater Swallow, la bienvenue. En fait, c'est des questions complexes, on peut pas dire la meilleure solution c'est celle-là, point barre, mais non, en fait, toutes les solutions elles méritent d'être analysées tranquillement. Ce qu'il faut voir en fait, c'est qu'est-ce que la loi abolitionniste a apporté en France? Est-ce qu'il y a eu moins d'agressions de prostituées qu'avant, moins de féminicides? On n'a pas ces chiffres-là, mais on a les chiffres de ce qui se passe aux Pays-Bas ou en Allemagne depuis qu'ils ont libéralisé la prostitution, et malheureusement il y a eu une augmentation des violences. C'est pour ça qu'ils reviennent en arrière. C'est pas parce qu'ils croient pas en leur loi, c'est parce qu'ils se disent en fait on pensait que ça les protégeait, ça les a pas protégés malheureusement. Donc voilà. Est-ce que d'autres personnes bug ou c'est juste elle est pas drôle qui bug? Oui. Pourquoi citer comme référence féministe Christine Delphi alors qu'elle est une fervente de Ouria Boutelja? Ah, parce qu'en fait, ce que je mets en avant, c'est les écrits de Christine Delphi. C'est pas les personnes qu'elle a défendues, c'est pas les gens qu'elle soutient. J'imagine que dans la totalité de nos entourages respectifs, on soutient une personne qui est pas respectable. Ou alors on défend quelqu'un qui a tenu des propos sexistes. Donc une des raisons pour lesquelles je cite souvent Christine Delphi, c'est parce que son ouvrage ennemi principal a permis de poser là, dans nos sociétés, le concept de patriarcat comme ennemi principal. Et du coup, je suis effectivement admiratif par rapport à ça. De la même façon, je sais très bien les critiques qui existent sur Monique Wittig, et pour autant, je lis quand même ses ouvrages. Je sais très bien les problématiques composées des grands personnages de l'histoire, comme, je sais pas, Martin Luther King, par exemple, et malgré tout, je pense que leur pensée mérite d'exister. Du coup, voilà, j'essaie de ne pas faire de déshonneur par association, et puis de me dire, le discours, est-ce qu'il a apporté quelque chose aux luttes antisexistes? Si c'est oui, je les mets en avant. Voilà pour les questions qu'on a pu me poser. Voilà. Non, en plus, j'ai pas lu le livre qu'avait écrit Mila. Voilà pour... Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez que je réponde à d'autres questions? N'hésitez pas. Et après, on se fait la vidéo de Fils de Bulle. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Alors c'est sûr que quand on lutte contre la pauvreté, on le sait qu'il y a un rapport entre la prostitution et la pauvreté, qu'il y a un rapport entre la prostitution et les violences subies à l'enfance. Donc voilà, effectivement, ça fait partie des solutions qui peuvent être apportées, bien sûr. Et dans le même temps, il faut évidemment jamais dénigrer les prostituées elles-mêmes, hein, jamais rajouter de la discrimination, et faire en sorte qu'elles soient safe, quoi, hein, qu'elles soient vraiment safe. Le revirement, oui, le fait qu'elle parle beaucoup à l'extrême droite, alors, vous voulez qu'on parle de ça? Vous voulez qu'on en parle On peut en parler un petit peu de Marguerite, si vous voulez, ça me dérange pas du tout, je suis pas du tout fermé à ça, pour le coup. Parce que Marguerite est une personne qui est très courageuse, qui a vraiment un parcours de vie assez incroyable, et effectivement, je suis assez triste de ce qui se passe actuellement, mais j'aimerais quand même qu'on se rappelle de beaucoup de choses. Mais oui, non, mais je sais qu'elle se prend du harcèlement de masse, je sais bien, mais c'est une des raisons pour lesquelles elle est partie vers les Cadas Novas, vers les Rochdy et compagnie, parce qu'on lui en a mis tellement plein la gueule dans nos milieux que finalement, en fait, elle est partie dans les milieux qui l'ont écoutée, qui l'ont accueillie. Et il y a un moment donné, il faut que nous, on se regarde. Il y a vraiment, franchement, il faut qu'on se regarde dans un miroir, quoi. Il faut vraiment qu'on se regarde dans un miroir. Enfin, je veux dire, on peut pas avoir des comportements toxiques à ce point, quoi, avec les gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça me désole, et on est responsable de ça. Vraiment responsable. Oui, alors il y avait une vidéo, donc c'était commentaire par Tundi, je pense, qui a l'air très sensible à la cause animale et qui a l'air assez déçue que je ne sois plus vegan et plus végétarien. Et du coup, effectivement, elle a pas mal souffert de ça, donc elle s'est mise en colère. Je pense qu'elle regardera plus mes vidéos, mais chacun a sa sensibilité, aux causes. Si elle regarde plus, faut allier parce qu'elle est déçue de moi par rapport à ça. Il n'y a pas de souci, quoi. Il faut pas. Enfin, je veux dire, j'ai rien à dire, quoi. Je comprends qu'elle puisse être très sensible à une cause. Moi, j'aime pas du tout l'appellation turf, attention, Motismar. J'aime pas les appellations déshumanisantes comme ça. Euh,
Ouais, Roxane le dit, ouais, ouais, j'aime vraiment pas ce mot. En fait, tous les mots qui vont déshumaniser les gens, pour en faire une sorte de groupe, comme s'il y avait pas. C'est un petit peu comme si. Un mot que j'aime pas du tout, par exemple, c'est radfem. Voilà. Même le mot radfem, il est euh, utilisé comme disqualifiant aujourd'hui par des courants plus libéraux du féminisme. Mais en fait, radfem, Monique Wittig est considérée comme radfem, par exemple. Pendant Monique Wittig, elle a beaucoup écrit sur le genre, beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit sur la question de ce que c'est qu'un homme, une femme dans la société. Et du coup, en fait, dire Monique Wittig et Christine Delphi sont des radfem, ça sous-entendrait qu'en fait, il y aurait une pensée un peu commune qui pourrait être vulgarisée. Mais c'est vrai que même féminisme est un mot qui est polysémique, tu as raison, hein, tu as raison. Ouais, ouais, même féminisme est un mot polysémique. Ouais. Féministe radical, voilà. Radical au sens de racine, c'est-à-dire considérer que toute la violence masculine doit être déconstruite à sa racine, à savoir la domination masculine, le patriarcat. C'est grosso modo le féminisme des premières, deuxième vagues, voilà, grosso modo. Vraiment ultra simplifier. Hein. Parce que les courants de pensée non féministes, il y en a quasiment autant que d'écrivaines féministes. Et puis aujourd'hui, vous pratiquez un féminisme, vous les femmes qui me suivez, qui vous est propre, avec vos références, avec votre compréhension des choses. Et moi, je pratique une lutte antisexiste qui m'est propre. Du coup, voilà, j'aime pas trop résumer tout ça. Effectivement. Voilà, du coup, pour revenir par rapport à Marguerite Stern, effectivement, parlons-en vraiment à cœur ouvert. Effectivement, moi je suis navré, effectivement, par le fait qu'elle aille à valeur actuelle, Julien Rochdy, etc. Je vais pas revenir là-dessus. Je pense qu'à peu près tout le monde est navré de ça. Marguerite Stern, c'est une ancienne fémène, d'accord? C'est une ancienne fémène qui a fait de la prison. Qui, de ce que, voilà, moi j'ai entendu d'elle, moi j'étais très proche d'une de ses meilleures amies pendant un moment, a été torturée en prison. C'est une personne qui est arrivée à Marseille, dans une situation d'extrême précarité, qui a vécu dans une extrême précarité aussi à Paris, dans des squats, qui a créé les collages, qui a vraiment permis une sorte de politisation d'un seul coup du féminicide, ou du fémicide. Et si vous voulez, c'est une personne qui est incroyablement admirable pour tout ça, quoi. Vraiment, vraiment admirable. Héroïne de la rue, c'est un ouvrage de sens, voilà, qui est plutôt intéressant. En plus de ça, qu'elle a choisi d'écrire à la féminine universelle. Elle a été un petit peu suivie dans l'écriture par Tiffany, justement, qui est quelqu'un qui s'implique dans beaucoup, beaucoup de choses aussi. Alors Tiffany, c'est vraiment, vous cherchez une personne qui défendra toujours les femmes, il y a elle. Hein. Elle est remarquable là-dessus. Là, on est vraiment dans une forme de radicalité, dans le sens de quoi qu'il arrive, si une femme s'ouvre, je la défendrai. Quoi. Moi, je la trouve remarquable, Tiffany. Et donc voilà, Roxane, je suis d'accord avec toi. Dans le but, on va lui foutre la paix. On va lui foutre la paix. Elle a fait la junte de Calais, exactement. On a le droit d'être en désaccord profond avec ses accointances politiques. Je suis en désaccord profond, on est nombreux à être en désaccord profond, mais quel respect, vraiment, pour elle. Vraiment, quel respect, quoi. Et puis en plus de ça, je sais pas si vous connaissez l'histoire des Femen. Ah, je vais peut-être pas revenir là-dessus, en fait, on s'en fiche. Mais grosso modo, il y a une ancienne leader des Femen qui s'est suicidée. C'était une période, elle s'est suicidée à Montrouge, en plus, mais à 10 minutes de là où j'habitais, enfin bref. Et donc elle a vécu une période en plus dans les Femen où il y avait beaucoup de dissensions au sein des Femen, où il y a eu en plus de la violence interne, donc elle a subi de la violence des militantes avec lesquelles elle a milité, elle a connu la précarité, je vous raconte pas les violences qu'on subit en situation de précarité. Bon voilà, fichons-lui la paix. Fichons-lui la paix. Enfin voilà, c'est mon avis sur Marguerite Stern. Vous en pensez ce que vous voulez bien sûr, mais bon voilà. Après bon voilà, c'est le problème, je pense qu'il faut être conséquentialiste. Si on décide d'aller porter un discours à valeur actuelle, bah, il y a un risque pour que ce discours soit assimilé du coup à valeur actuelle à l'extrême droite. Et c'est le risque qu'elle a choisi de courir. Moi je la connais pas personnellement, je ne connais pas ses opinions politiques. Être d'extrême droite, c'est pas non plus illégal. Moi ça me désole, mais c'est pas illégal. Bref. Ah non, mais oui, elle a reçu des menaces de mort, donc de militants trans, mais aussi de militants pas trans, de militants cis. Elle a reçu des menaces de mort d'hommes, elle a reçu des menaces de mort de proxénètes. Enfin, je veux dire, c'était pas du tout spécifique aux personnes trans, ce qu'elle a subi. Marguerite Stern, vraiment, ça a été. Enfin, je me souviens d'une période où il y avait des personnes qui avaient. Ah bah, écoutez, je vous en parle parce que j'étais présent, qui avaient coupé les freins de son vélo, qui avait menacé de révéler son adresse, donc il a fallu la déménager en urgence parce qu'on a eu peur pour elle. On s'est dit mais il y a des gens qui vont venir dans son squat en fait, qui vont l'agresser. On a eu peur pour elle, il a fallu la déménager en urgence. Enfin je veux dire, ça a été terrible hein, pour elle vraiment. Donc voilà, fichons-lui la paix. Et puis voilà. Après, les mots cis et les mots trans, politiquement, je sais qu'ils ont un sens très fort pour vous. Du coup, effectivement, je l'utilise quand je reconnais le sens politique de ces mots-là. Et après, c'est vrai que dans mon quotidien, je l'utilise pas. C'est des mots qui m'échappent un petit peu, voilà. Voilà, c'est des mots qui m'échappent. Ouh
Oula, Gilbert, qu'est-ce qui se passe? Est-ce un début de dérapage ou est-ce que c'est vraiment... ou est-ce qu'il y a une question politique derrière? Ou est-ce que tu te poses la question pour des raisons politiques, Gilbert? Précise, parce que la question, elle démarre sur une pente assez glissante, je trouve. Mais voilà, je pense que tout le monde est surpris là, et surprise de la question. Oh, Israël ou Palestine? Rien que ça, rien que ça. Je sais même pas si quelqu'un a suffisamment de connaissances historiques et sociales pour pouvoir répondre à peu près toutes les questions sur le féminisme, sur la politique. À pain au chocolat ou chocolatine, je peux pas. Non, j'ai trop d'ennemis, Feriluna. Je peux vraiment pas. Pour toi-même, bah, je sais pas, faut leur poser la question de comment ils se considèrent. Hein. Bref. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Mais des questions sur ce que vous voulez. Alors ça, je suis d'accord, Darklighter, effectivement, l'extrême droite, c'est historiquement l'ennemi des femmes, ça c'est une évidence. On sait que la majorité de leurs députés sont contre l'avortement. Salut Clara Loulette, sois la bienvenue. Là, la bienvenue, je pense. Et donc, effectivement, il y a forcément une forme de récupération politique derrière ça, hein, sans aucun doute. De la même façon que d'autres récupérateurs se régalent, en fait. Dès qu'ils voient, par exemple, je me rappelle de Piodeli qui n'a jamais dit un mot sur les violences que subissent les lesbiennes ou les gays, mais dès qu'il apprend qu'il y a un MeToo au sein des couples lesbiens, il en fait 3 vidéos, quoi. C'est de la récupération, bien sûr, pour dire, regardez, les femmes aussi, sont violentes entre elles. Non, mais sans déconner, enfin, je veux dire, on est tous au courant que la violence, elle n'est pas exclusivement masculine. C'est pas ça le cœur de notre propos. Le cœur de notre propos, c'est pourquoi la violence, elle est majoritairement masculine. C'est ça le cœur de notre propos. Passer une journée avec Stéphane Edouard ou Rochety, enfin, aïe, 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 quelle horreur. Si vous avez d'autres questions, j'y réponds. Et sinon, écoutez, on se regarde la très bonne vidéo de Fils de Bulle sur le sexisme dans la BD, pardon, excusez-moi. Donc vous me dites. Oui, et en plus du coup ils s'en servent de caution féministe. C'est ça qui est terrible, quoi. Mais ils sont lamentables de faire ça. Ils sont vraiment lamentables. Oh là là, quelle horreur ce que tu décris, Spoonmaker. Non mais vraiment, les hommes qui rivalisent d'imagination pour violenter les femmes, c'est épouvantable, quoi. Mais en plus, elle avait parlé du fait qu'elle avait été en psychiatrie, Marguerite Stern, quoi. Enfin, je veux dire, elle en a parlé publiquement, quoi. Il faut lui foutre la paix, ça. Et je disais la même chose à propos de personnes que j'apprécie pas du tout, comme à propos de qui j'avais dit ça. Oui, à propos de Scheisel, bien sûr, de Scheisel, qui en a été pris plein la tronche. Puis derrière, j'apprends par l'entourage de Scheisel qu'il va très très mal. Et je t'avais dit, mais en fait, vous avez le droit de lui faire des reproches, mais vous attaquez pas à lui, hein, parce que il se passe quoi s'il se suicide, quoi. On se regarde pas dans une glace jusqu'à la fin de notre vie. Enfin, là, il faut qu'on fasse attention, quoi. Oui, je pense que le capitalisme est intrinsèquement sexiste. Je pense que pour que le capitalisme fonctionne, il a besoin de notre force de production. Et que par définition, s'il a besoin de notre force de travail, en fait, il nous prive d'une partie de nos libertés. Et je pense que l'une des conséquences du capitalisme, c'est la pauvreté des femmes. J'en suis absolument convaincu. Et du coup, pour moi, le capitalisme est profondément sexisme, effectivement. Ouais. Effectivement. Oui, j'ai lu ça aussi. Je sais pas si c'est vrai. J'ai lu cette étude de Slate. Je sais pas du tout si c'est vrai. Voilà, la critique, oui, le harcèlement, jamais. On s'en prend pas aux gens. On s'en prend pas aux gens. Du coup, non, je sais pas, il faudrait que des assos travaillent là-dessus, produisent des chiffres. Voilà, c'est pas Slate qui peut répondre à ces... Bah voilà, Roxane a répondu très intelligemment. C'est plutôt les sociologues qui peuvent travailler sur ce genre de choses. Fils de bulle? Pas de soucis, j'ai ça avec plaisir. Allez, fils de bulle, c'est moi qui décide. C'est mes 5000 abonnés. C'est pas vos 5000 abonnés, c'est les miens. Allez. Très bonne vidéo, bravo encore. Oh, j'allais redire ton prénom. Bravo encore, fils de bulle. Il y a une petite chose que j'ai à redire sur la vidéo. Une petite chose sur 10 minutes de vidéo, c'est vraiment rien. Mais alors pour le reste, je suis... bah voilà, très, très content de ce que tu as produit, c'est vraiment bien. Non, j'ai failli, mais j'ai pas dit. Au tipeur qui finance les vidéos. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien, dont j'aime et commentaires. Bon visionnage. Un jour, j'ai publié un album au contenu explicite, interdit aux moins de 16 ans avec mon ex-compagnon. Nous étions auteurs à 50-50 autant pour les dessins que pour les histoires. Un autre dessinateur a alors publié sur son blog, pour rigoler, un petit dessin-jeu à la façon d'un labyrinthe. On pouvait y voir d'un côté mon personnage, la bouche grande ouverte, de l'autre des noms d'éditeurs. Au milieu, un amas de bits. Il s'agissait de trouver quel bit d'éditeur j'avais sucé pour me faire éditer. J'étais bien évidemment la seule à avoir sucé pour me faire publier. Mon co-auteur, absent du dessin, étant implicitement légitime pour obtenir une publication. Salut à tous.
c'est Fils de Bulle. Aujourd'hui, on va parler de sexisme. Ouais, donc là, commence la vidéo par un témoignage. Moi, je trouve ça très bien. Parce que la première chose qu'on voit de la vidéo, c'est les paroles d'une femme. Donc déjà, le ton est donné, il a compris. Ce qui est important, c'est pas lui, c'est pas sa vidéo, c'est qu'il y a des paroles de femmes qu'il faut qu'on entende. Donc voilà, donc déjà, le début, je le trouve très bien. Avec plaisir, Kakita, c'est très gentil de ta part. Dans le milieu de la bande dessinée. Et oui, vous allez le voir, ça a un rapport avec le fait de parler d'esthétique. Avant de vous présenter la situation, je dois vous expliquer ma démarche. Je ne viens pas en tant que chevalier blanc. Nous avons tous eu en tant qu'hommes des comportements sexistes, que ce soit à travers de la drague insistante, de la lourdeur face à un refus, des propos misogynes, un regard déplacé ou autre. Il faut Là, c'est bien, donc déjà, il dit, moi, je suis pas un chevalier blanc, je suis pas là pour ça. Pas là pour me mettre en avant, pour dire regardez-moi ce que je fais. Je suis très sensible à ça parce que c'est tout à fait ma démarche, hein, je sais que j'ai encore des biais. Et il rappelle, et c'est ça qui est bien, que le sexisme, il commence par tout le monde a déjà dragué un peu lourdement. Non, tout le monde n'a pas déjà dragué lourdement, bien sûr, mais derrière il donne d'autres exemples. Tout le monde a tenu des propos sexistes ou des comportements sexistes, etc. Et ça, c'est intéressant. Parce que là, il nous montre qu'il a compris que le sexisme, c'est pas que l'agression sexuelle. L'agression sexuelle, c'est le sommet de la pyramide de la violence, mais qu'il y a des bases en bas. Et quel homme peut nous regarder dans les yeux et dire non, moi j'ai jamais été sexiste, bien sûr qu'on a toujours été sexiste. Et quel homme peut, je vais même, pardon pour ma radicalité, je vais même aller un peu plus loin. Quel homme peut dire aujourd'hui, je n'ai eu ni pensée sexiste, ni propos sexiste? Je suis même pas sûr que ce soit possible. Je suis un peu radical là, bien sûr, je suis un petit peu radical. Je sais que les gens aiment pas trop quand je suis radical, mais je crois un petit peu ce que je dis. Donc j'aime beaucoup cette introduction. parfois plusieurs années pour prendre conscience que nos gestes pouvaient être perçus comme des agressions, ou à minima comme un manque de respect ou de considération. C'est un combat qui ne peut se faire que dans la durée. Et une fois la conscience acquise, il faut encore se battre contre soi-même, contre nos comportements intégrés et nos anciennes façons de penser. J'ai longtemps cru, moi, au not all men. Pas tous les hommes. Nous ne sommes pas tous comme ça. Mais une fois le bilan fait, force est de constater que moi-même, je suis loin d'avoir été le pro-chevalier que je m'imaginais. Et pour Bravo fils de Bulle, bah moi non plus, hein, j'ai pas été le pro-chevalier. Hein. Moi aussi j'ai tenu des discours du style les féministes elles nuisent à leur cause, moi aussi j'ai dit ces bêtises-là. Hein. Non, mais c'est très... Bien sûr, le but n'est jamais de culpabiliser, c'est jamais ce que je fais. Et c'est pas ce que je dis Serge, donc si tu me fais la remarque, c'est que je l'ai mal verbalisé, donc je te remercie de me permettre de le redire. Si on a une pensée sexiste, qui vient spontanément, et que c'est régulier, c'est bien parce qu'on est dans un environnement sexiste. Et c'est bien qu'on a un truc un petit peu général à déconstruire, et que c'est pas du fait divers, comme le disent les féministes depuis que les femmes ont la parole, en fait, depuis que l'être humain peut parler, et que les femmes ont été mises en situation de domination. Ils le disent depuis toujours. Et c'est bien ça qui est intéressant, c'est que si on a encore des pensées sexistes, des automatismes de pensées sexistes, c'est qu'il y a un truc contre lesquels il faut lutter. Et là, Roxane parle de déconstruction, et c'est tout à fait ça. en avoir parlé avec de nombreux hommes autour de moi, des amis et des connaissances du net, voire même des auteurs, il s'avère que l'on a tout un chacun en tant qu'homme des choses à se reprocher. Heureusement, nous n'allons pas a priori mourir demain et on peut donc passer notre vie à devenir meilleur que ce que nous étions. Et cela passe en partie par la façon dont on reçoit les œuvres. Pourquoi je viens vous parler de ça sur une chaîne consacrée à la bande dessinée? Eh bien tout simplement parce que ce milieu n'est pas épargné par le sexisme ambiant. Alors certes, les idées se diffusent et les générations qui nous suivent sont bien plus éveillées à ce genre de thématiques. Alors il y a des études qui disent l'inverse, fils de Bulle, qui disent qu'au contraire, malheureusement, les jeunes générations s'en contrecarrent, mais complètement, des causes féministes. Chez les 11-15 ans, c'est pas du tout présent dans leur tête. Du coup, j'aimerais être optimiste comme toi, mais il semblerait malheureusement qu'il y ait beaucoup à faire avec cette génération. Oh, c'est terrible ce que tu décris, elle est pas drôle, je suis désolé. Hein. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'être une femme dans ce milieu est loin d'être une sinécure. Il y a quelques mois, un compte Instagram et Twitter s'est lancé, appelé MeTooBD. Ce compte publie des témoignages anonymes d'autres. Vous voyez, ça c'est vachement bien ce qu'il fait, fils de Bulle. Il montre les travaux des femmes qui ont créé ça, quoi. C'est pas lui qui dit, c'est exactement ce que je fais sur le Fou Allier, c'est bien. Voilà ce que les femmes ont fait. Elles ont créé un MeTooBD. Et ils nous le montrent. Et du coup, on peut s'y abonner. Je me suis abonné, bien sûr. C'est vachement bien, du coup, ça met en avant ce travaux des femmes. Autrices ayant été confrontées à des comportements sexistes de la part du public, de leurs collègues auteurs, voire même parfois de leurs éditeurs. Je vous en lis un. Un soir, dans un bar, nous sommes un petit groupe de gens de la BD. Dans le lot, un éditeur n'arrête pas de la ramener. Personne n'est dupe, il est chiant comme d'habitude. Mais personne ne l'arrête parce qu'il est comme ça. J'ai été sa collaboratrice pendant quelques mois seulement parce que le fonctionnement de la maison d'édition me foutait hors de moi. Et connaissant le phénomène, je me permets de le tacler un peu pour qu'il arrête de mobiliser la parole. Là, il me regarde vers à la main surpris, puis il me dit « Hey !» Puis, c'est fou, on a été collaborateurs et j'ai jamais essayé de coucher avec toi. Honnêtement, je ne sais plus ce que je lui ai répondu. Je me souviens du regard navré d'une collègue, de mon mec aussi. Je lui ai peut-être dit qu'il était vraiment trop con. Puis, pour se sortir de la situation, il enchaîne. Non, mais toi, on te la fait pas, c'est pour ça. Je sais très bien que certains, là, parmi vous, vont se dire « Bon, il y a des hommes bizarres dans le milieu, ça arrive, faut pas généraliser. » Mais le compte a été ouvert en décembre et on compte déjà 13 témoignages. À mon avis, si on attend encore un an, il y en aura 10 fois plus, 20 Ouais, ce matin, on était déjà à 19. Ouais, effectivement, il y a de plus en plus de témoignages. fois plus. Et ce sont là que quelques témoignages. Il existe un autre site, bdégalité.org, encore plus déprimant, qui rassemble de nombreux autres témoignages. 73 si j'ai bien compté. Laissez-moi vous en lire quelques-uns. Il y a quelque temps, j'assistais à un dessinateur pour son exposition lors d'un festival. Durant ce festival, je l'aidais un long moment à concevoir un format qui servirait de lettre d'amour pour sa petite amie qui vivait au Mexique. Et il me raconta leur relation à distance.
2 jours plus tard, à la fête de clôture, je dansais avec mes amis et collègues. C'était une chanson punk mélo des années 80 et la chanteuse y allait de son Rap Me in the Subway. Ouais, j'ai aucun accent anglais, je sais. Pour les personnes qui ne parlent pas anglais, Rake Me in the Subway, ça veut dire viole-moi dans le métro. Le dessinateur de l'autre jour m'approche pour me demander la traduction de la chanson. Quand je lui ai dit les paroles, il me poussa sur le sol de la piste, me chevaucha et imita une levrette pendant 1 minute. Je tentais de me défaire de lui de toutes mes forces, mais il était physiquement plus fort que moi, et il m'avait attaqué par surprise. Ses confrères riaient. Certaines de mes connaissances aussi. Les autres ignoraient juste la situation. Mais quelle lâcheté de pas intervenir là-dessus, quoi. C'est fou, quoi. Quelle lâcheté absolue. On se croirait dans l'affaire de Depardieu, où les producteurs disaient « Oui, on savait, donc au départ au casting, on a prévenu les filles, et puis on leur a dit Bon, bah les filles, c'est Gérard, on le connaît, quoi. » C'est fou de pas intervenir. Autre témoignage. À une soirée chez un grand éditeur. Nous venons de signer un projet avec mon co-scénariste et avons livré les premières pages quelques jours plus tôt. J'arrive à son bras. L'éditeur se précipite et félicite très chaudement mon co-scénariste pour ses pages qu'il a écrites et qu'il adore. Moi, j'ai même pas eu droit à un bonjour. Et un dernier de Mario Montaigne. J'en ai marre des expos et des prix pour BD de femmes. Ça fait... Ah oui, je vais revenir dessus dans un instant. Pour réagir à ce que Fils de Bulle nous dit dans le chat, tu as bien fait de pas les lire. Tu as bien fait de pas lire les récits d'agression sexuelle, parce que je les ai lus comme toi, et de viol. Parce qu'effectivement, quand on décrit un viol ou une relation sexuelle non consentie, ça peut provoquer effectivement ça peut raviver les mémoires traumatiques. Voilà, je cherchais les mots de Muriel Salman. Donc tu as bien fait de ne pas lire les propos qui décrivent en détail les agressions sexuelles et les viols. Expo ou prix handisport. Tiens, petite femme, on vous a fait un petit bassin où vous baignez. Oh, regardez les gens, les filles savent aussi nager, comme c'est mignon. C'est pire, ça crée un fossé, au lieu de voir les similitudes. Nous sommes auteurs, point barre. Bon, ça donne envie de travailler dans le milieu, hein. Pourquoi la plupart des témoignages sont anonymes? Pour une raison simple. Le milieu de la BD est petit, et s'exprimer publiquement, c'est prendre le risque de se voir fermer des portes. Parce que les auteurs problématiques sont parfois des auteurs qui rapportent beaucoup, parce que telle personne est amie avec telle... Et donc ça, c'est pas caractéristique à la BD, c'est caractéristique à tous les milieux qui sont encore à prédominance masculine. C'est une des raisons pour lesquelles les écoles d'ingénieurs, c'est pas encore vocal. Parce que on ne laisse pas l'espace aux femmes pour le dire. C'est la même chose dans la cuisine. Le MeToo Cuisine, il a explosé pendant 10 jours, et puis on n'en a plus entendu parler. C'est des trucs, on ne laisse pas la parole aux femmes. Donc il n'y a pas de haut-parleur. Et donc, encore une fois, on est dans le milieu caractéristique dans lequel les hommes silencient les femmes. Et c'est pareil dans le milieu du cinéma, c'est pareil à peu près partout. Et l'autre bien placé. Parce que dénoncer un comportement, quand on n'est pas déjà soi-même bien installé dans le milieu, c'est prendre le risque de briser sa carrière. Il y a donc une sorte d'omerta dans le milieu. Tout le monde sait ce qui se passe. Alors, je réagis sur ce que dit Roxane, qui dit « je suis 1m58, machin, je peux pas réagir ». Mais non, mais c'est pas aux femmes de réagir, c'est aux hommes de réagir. Enfin, il y a un moment donné, on n'arrête pas de dire on sait pas comment être allié, machin, les féministes, elles veulent pas d'hommes dans les... Mais montrons qu'on est digne de confiance. C'est à nous de réagir. Et vous connaissez la méthode des 5D, je vous l'ai présentée déjà une fois. Il y a des façons efficaces de réagir quand on assiste, quand on est témoin d'une agression sexuelle. Ah bah bravo, Roxane, d'avoir eu le courage de réagir, vraiment bravo. Hein. Tout le monde sait qui est problématique, mais les choses bougent lentement, parce que le rapport de force est inégal. Bien sûr, il existe une multitude d'auteurs et d'acteurs du milieu qui sont des gens bien et composent sans doute la majorité. Mais les comportements problématiques restent monnaie courante et sont globalement banalisés. Des propositions déplacées pour accepter de publier un album, pour avoir une place, pour dédicacer un stand, des propos misogynes, des mains sur la cuisse, des autrices dont on complimente le... Du coup, main sur la cuisse, la prochaine fois que tu parles de ces sujets-là, tu peux dire agression sexuelle, c'est caractérisé comme tel, Fils de Bulle. Voilà, main sur la cuisse, c'est une forme d'euphémisme, c'est vraiment une agression sexuelle. Physique et non les œuvres. Des ambiances malsaines dans les soirées qui se déroulent à l'abri du regard des lecteurs. Qui pouvons-nous, simples lecteurs, justement? Pas grand-chose en réalité. Mais quand même, le sexisme, c'est pas uniquement la drague lourde ou des agressions. En réalité, c'est un problème infusé dans notre quotidien lui-même et qui peut parfois passer dans des comportements qui paraissent bénéfiques à première vue. Par exemple, si on regarde un peu la chaîne du Fils de Bulle, on constate que je parle finalement assez peu de bandes dessinées produites par des femmes. Soit. J'avoue ne pas faire particulièrement attention à ça lorsque j'écris mes épisodes. Il y en a plein qui vont arriver, vous inquiétez pas. Mais à la base, j'avais idée pour me rattraper un peu de faire un épisode spécial, pour vous présenter des autrices, pour mettre à l'honneur leur production. Et là, je tiens vraiment à mettre en avant la démarche de Fils de Bulle, qui se dit... étant donné que je parle pas assez de femmes, de BD écrites par des femmes, c'est cette idée qu'il a, faire une vidéo sur, justement, les BD des femmes. Donc, le truc qui est effectivement miné, sur lequel il faut pas aller, mais quand même, une bonne démarche, une démarche d'un mec qui se pose des questions. Et vous allez voir qu'il est plutôt intelligent. Vu de loin, ça paraît plutôt bénéfique, mettre en avant des autrices, ça part d'un bon sentiment. Mais il y avait une petite voix en moi qui me disait que c'était un peu bizarre comme concept de vidéo. Parce que du coup, je mettais en avant la féminité de l'auteur d'une œuvre et non les qualités intrinsèques de cette dernière. Alors bien sûr, je comptais parler d'esthétique. Salut Norbert, sois le bienvenu ce soir. Et ben voilà, et il comprend par lui-même, qu'en fait c'est pas comme ça qu'il faut... Il s'agit pas juste de faire une vidéo en disant les femmes dans la BD, pour donner bonne conscience. Parce que... bah oui, non mais c'est bien. Parce que
BD de femmes n'est pas un type de BD. Elles font la même bande dessinée que les hommes. Et donc, si on veut les mettre en avant, qu'est-ce qu'on fait? On fait des vidéos sur des BD écrites par des femmes. Et là, on a juste un point de désaccord, et j'expliquerai pourquoi je suis en désaccord avec toi. Salut Théobald, merci beaucoup pour l'abonnement. Et je t'expliquerai pourquoi je suis en désaccord quand tu dis qu'il faudrait même pas spécifier que ça a été écrit par des femmes. Moi, je pense qu'au contraire, il faut le spécifier. Je vais t'expliquer pourquoi, du coup, j'ai un petit désaccord là-dessus. Mais le fait de produire une vidéo spéciale autrice mettait forcément ça en arrière-plan, puisque c'est bien l'intitulé femme qui est au centre de l'épisode. C'est logique. Le meilleur moyen finalement de parler d'une BD écrite par une femme, c'est au contraire de ne pas signaler son genre. Parce que ce qui est important, ce n'est pas que telle bonne BD ait été écrite par une femme, mais que telle bonne BD ait été écrite, tout simplement. Autrement dit, pour soutenir la création féminine en bande dessinée, ce qu'il faut, c'est parler d'esthétique et uniquement de ça. C'est parler de bande dessinée pour banaliser le fait que oui, il y a des autrices. Il y a des auteurs, mais l'important, c'est l'œuvre. Ce qui implique aussi d'ailleurs qu'une BD écrite par une femme peut être critiquée négativement au même titre qu'une BD écrite par un homme, sans aucun égard quant à son apparence. Enfin bref, il faut admettre l'idée qu'il n'existe pas une BD masculine et une BD féminine, mais tout simplement de la BD. Du coup, voilà, je vais donner mon contre-exemple, du coup, enfin, mon contre-argument. Bonne soirée, Miss PDD, merci d'être passé. Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda, je ne l'ai pas lu. Celle sur la liste Guy, je l'ai bien sûr dans la bibliothèque, elle est super. Ok, ça marche. En fait, quand je donne cours, et qu'une élève me pose une question, si jamais je me dis, je vais essayer de réagir de façon complètement indifférente selon que ce soit un homme ou une femme, sans tenir compte de la spécificité de la personne qui me pose une question, je passe à côté d'un truc important. C'est que les femmes, on leur coupe la parole. Et si je ne garde pas en tête le fait que c'est spécifiquement une femme qui est en train de me poser une question, si je me dis pas, attention, là c'est une femme qui me pose la question, non seulement moi j'ai un risque plus important de lui couper la parole que si un mec m'avait posé la question, et d'autre part, il faut que je sois en mesure de réagir si jamais un mec lui coupe la parole. Et que je lui dis, attends, elle n'a pas terminé sa question, donc tu ne l'interromps pas. Et c'est la même chose pour une BD. Quand elle a été écrite par une femme, si jamais elle a une vie de famille, par exemple, déjà il y a fort à parier pour qu'elle ait très peu d'espace pour pouvoir écrire. Et pour pouvoir dessiner. Parce qu'elle va avoir une charge mentale supérieure à son conjoint, parce qu'elle va avoir la charge éducative majoritairement, la charge domestique, etc. Et du coup, en fait, rappeler que c'est une femme qui a écrit une BD permet aussi de rappeler ce genre de choses. Le processus de création, il est plus difficile. Et évidemment, le processus ensuite d'édition est extrêmement compliqué, parce qu'elle va se heurter au sexisme des hommes, ce que les hommes ce à quoi les hommes ne vont pas se confronter. C'est pour ça que moi je me dis, si un jour tu veux faire des vidéos sur des autrices de BD, tu peux dire que c'est des femmes, au contraire. Il n'y a rien de sexiste à ça, au contraire. Parce que c'est pas la même chose, c'est pas aussi difficile. Le parcours du combattant, de la combattante en l'occurrence, est plus difficile. Du coup, voilà, c'est mon seul. C'était voilà, le seul désaccord que j'ai avec toi sur cette vidéo. Comme le dit le collectif BD Égalité dans sa charte, la bande dessinée féminine n'est pas un genre narratif. L'aventure, la science-fiction, le polar, le romantisme, l'autobiographie, l'humour, l'historique, la tragédie sont des genres narratifs que les femmes auteurs maîtrisent, sans avoir à être renvoyées à leur sexe. Ce collectif a bien entendu pris position lors de l'affaire Vives, en publiant une tribune sur le blog de Mediapart appelée Les raisons de la colère. Alors, je suis pas d'accord avec chaque point évoqué, mais j'aimerais vous en citer un petit extrait. Le travail d'artiste, auteur, autrice est imprégné par essence d'une dimension politique. Les sujets abordés, les personnages représentés, les temporalités et les points de vue adoptés sont autant de choix, autant de manières d'offrir au public une vision singulière de la société. L'écriture et la publication d'une bande dessinée, comme toute œuvre littéraire, s'accompagne d'une responsabilité politique indissociable de celui ou celle qui en est l'auteur, l'autrice, l'éditeur ou l'éditrice. Malgré cette responsabilité et parmi toute la diversité des œuvres de bande dessinée, le festival avait choisi de mettre en lumière ces propos-là. Ça rejoint un peu ce que je disais dans une ancienne vidéo où j'avais brièvement parlé de l'affaire Vives. Le choix de mettre en avant tel ou tel auteur. Et tu vois, c'est là que tu t'éloignes, fils de bulle, d'Antoine Goya. Antoine Goya va pas sur ces considérations-là. Et c'est pour ça que pour moi, il a une vision de l'art qui est absolument remarquable, que je partage à 90%. Mais qui rate, je pense, un coche. Le coche de la symbolique que c'est de donner un prix à Polanski. Le coche de la symbolique que c'est de ne pas être heurté quand Depardieu joue, sous prétexte qu'ils produisent des œuvres qui soient belles. Parce qu'il y a autre chose, il n'y a pas que l'objet d'art, il y a aussi la façon dont il a été créé. Donc bien sûr que c'est intéressant d'aller s'intéresser à l'objet d'art en tant qu'objet, mais on ne peut pas nier le fait qu'il y ait quand même des conséquences politiques, sociales, sur le fait de choisir telle ou telle personne. C'est là que tu te différencies d'Antoine, et que du coup moi je suis un peu plus ton propos. C'est-à-dire qu'en fait, l'analyse artistique ne peut pas se suffire seule à comprendre une œuvre. L'œuvre, elle a été écrite dans une circonstance. C'est le fameux séparer l'homme de l'artiste, exactement. Et il est hors de question de dire que Polanski a jamais fait de bons films. Il est hors de question de dire que Bertrand Cantat n'a pas composé de magnifiques albums. Il est simplement question de se dire, qu'est-ce que ça représente ? C'est quoi la représentation du fait qu'un homme aille sur scène et qu'on l'applaudisse alors qu'il a tué une femme ? On applaudit un tueur de femmes. Alors évidemment, il y a des impasses à ça, bien sûr, on ne peut pas être catégorique sur tous les sujets. Et évidemment que ça va nous poser la question de, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir purgé sa peine ? Quelqu'un qui a purgé sa peine, aux yeux de la loi, il est plus considéré comme coupable. Et donc, il y a bien un moment donné, il va falloir se réinsérer. Et bien sûr qu'il y a des contradictions à ce discours-là. Je suis le premier à dire, quand ça va toucher, typiquement, problématique de gauche totale. Ouais, une problématique de gauche. On y va dans ma contradiction folle. Vous me dites, il y a un type, c'est la 4e fois qu'il cambriole une maison.
Du coup, il faut lui mettre une peine de 20 ans. Et ben, je vais dire, mais non, je vais dire, attendez, ils sont en situation de pauvreté, en situation d'immigration, ils sont en situation de faiblesse, ils purgent leur peine, et puis après, on leur donne leur chance. Il faut bien qu'on puisse se réinsérer un jour. Mais je n'ai pas cette réflexion sur les violences sexuelles. Je ne supporte pas que des gens qui commettent des crimes sexuels retrouvent une vie publique. Est-ce que c'est une contradiction? Bien sûr que c'est une contradiction. Est-ce que ça veut dire que je suis hypocrite? Peut-être que j'ai une forme d'hypocrisie par rapport à ça. Mais on a tous une échelle de valeur. Je suis horriblement gêné d'apprendre qu'un pédocriminel sort de prison. Horriblement gêné. Et pourtant, c'est bien le rôle de la justice qu'un jour ils se réinsèrent, ces personnes-là. La peine, elle a deux fonctions. Elle a pour fonction déjà d'éloigner les gens qui courent un risque, qui pourraient provoquer un risque pour la société, et aussi leur permettre de se réinsérer. On a nos contradictions, c'est comme ça. Mais du coup, voilà, moi j'aime bien aussi que cet aspect-là soit abordé. Et c'est vrai qu'Antoine Goya se focalise sur l'œuvre. L'œuvre. Et voilà, ça fait partie des trucs, ça fait partie des 10% avec lesquels je suis pas d'accord avec lui. Je dis, mais l'œuvre, elle a quand même un impact social. L'œuvre, c'est pas juste une œuvre, elle a été créée dans le réel. Et le fait qu'elle ait été créée dans le réel peut nous faire, nous dire, militants et militantes, en fait, moi je veux plus participer à ça. C'est ce que dit Roxane, je veux plus y donner de sous, je veux plus aller au cinéma. Et oui, c'est une contradiction, bien sûr, c'est une contradiction sur la notion de réhabilitation. Évidemment qu'un système qui fonctionne, un système de gauche, c'est un système dans lequel on permet aux gens d'être réhabilités. Mais bon, voilà, on est dans ma contradiction, c'est comme ça. En lui octroyant un prix ou en lui offrant un espace d'exposition est un acte politique, puisqu'il est impossible de déterminer de façon objective quelle BD mérite plus que telle autre. Il faut donc choisir entre un panel de bonnes BD laquelle sera mise à l'honneur, et mettre en avant un auteur qui suscite la polémique au sein de ses consoeurs pour sa vision de la femme, alors même que ces dernières souffrent précisément de ce genre de représentation au sein même de leur environnement de travail, c'est au mieux un peu maladroit, et au pire un tantinet inquiétant. Ça signifie que les alertes des autrices sur ce qu'il se passe en coulisses ont été écoutées, mais pas entendues. Personnellement, je pense que Vives fait partie de la... C'est bien ça, c'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde a dit oui, c'est bon. On a écouté ce que vous avez dit par rapport à Vives, mais elles n'ont pas été entendues. Voilà, je suis entièrement d'accord. Diversité nécessaire et essentielle de la bande dessinée, car je suis du côté de ceux qui disent que l'art doit être libre. Et en plus, il fait d'excellentes BD. Mais, le festival ne pouvant remettre que des récompenses symboliques, il aurait sans doute été plus judicieux d'offrir un espace d'exposition à quelqu'un d'autre. Quand tu dois te battre contre des pervers pour être pris au... Qui doivent avoir une grande liberté dans l'art, je suis d'accord avec toi, fils de bulle. En revanche, les lois encadrent certaines choses. Donc la pédocriminalité, c'est dans la loi, on ne peut pas la représenter. Et du coup, en fait, la liberté de l'art ne peut pas rentrer en contradiction avec nos lois. Il y a une raison pour laquelle on interdit la représentation de la pédocriminalité. Ça marche plus ? Au sérieux dans un milieu dans lequel le pouvoir est aux mains des hommes, que tu subis des humiliations, des remarques, des regards, des infantilisations, et que finalement c'est un homme qui promeut dans ses œuvres ce genre de comportement, qui obtient une mise en avant politique, forcément ça doit laisser un goût amer dans la bouche. Malgré cette responsabilité, et parmi toute la diversité des œuvres de bande dessinée, le festival avait choisi de mettre en lumière ces propos-là. Finalement, ça paraît assez bateau. Juger une œuvre en tant qu'œuvre et non selon le genre de son auteur. Donc pas de c'est écrit par une femme mais ça peut intéresser tout le monde, ou un récit burné écrit par une femme. Ou alors elle dessine bien et en plus elle est jolie. Tout ça c'est... Alors oui, je sais exactement à quoi tu fais référence, Roxane. Je pense qu'on a lu effectivement le même article qui reprenait une étude. Les images pédopornographiques favorisent le passage à l'acte, malheureusement, effectivement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on ne les représente pas. Salut Lulu 2723, sois le haut la bienvenue. Non. Et c'est bien là où on rejoint la visée esthétique de la chaîne. Il m'est avis que cet angle d'analyse permet à la fois aux gens d'avoir un meilleur rapport à la BD, mais aussi un meilleur rapport féministe. Finalement, il suffit de pas grand chose, simplement de juger les œuvres pour ce qu'elles sont. Bon, chers abonnés, je pense vous avoir transmis les... Parfait. Féministe, bon, nous on n'est pas... Moi je suis d'avis que les hommes sont pas féministes, point barre. Là-dessus, je suis très radical sur ma position. Mais pour le reste, moi je t'encourage exactement à faire ce que tu proposes, fils de bulle. Vraiment à 100%, à savoir présenter des œuvres de femmes. Je t'encourage à 100%. En plus de ça, on a déjà échangé, je sais que tu les lis, les autrices de BD. Je sais qu'il y en a certaines que tu apprécies beaucoup. Et donc voilà, moi je t'encourage totalement là-dedans. Vraiment totalement là-dedans. Ah ouais, non mais ce type de réaction, Flower, c'est insupportable, effectivement. Ouais. Effectivement. Ah oui, non mais ça c'est une très bonne question, hein, Ferry. S'il y a des représentations d'inceste, c'est des choses, effectivement, qui peuvent... sois la bienvenue alors. Qui peuvent poser problème légalement, absolument. Il ne faudrait pas qu'on le tolère parce que c'est Game of Thrones et qu'on ne le tolère pas parce que c'en est un autre, hein, absolument. Donc voilà ce que je voulais vous présenter, c'était la vidéo positive, optimiste du soir. Voilà, merci pour ta vidéo du coup. Lisa Blumen, c'est bien. Qu'est-ce que s'il y en a une par laquelle il faudrait qu'on commence là, ce serait laquelle d'après toi? Enfin, celle qui te semble la plus esthétiquement la plus puissante, la plus intéressante. Oh, c'est très joli ça, Astranova. Donc ouais, si là on devait, tous et toutes, si on en a les moyens, bien sûr, parce que je sais que la BD c'est un peu cher, hein, il y en a pour une vingtaine d'euros à chaque fois. Si on avait une à choisir, du coup, tu nous dirais laquelle. Comme ça, je vais commencer par celle-là.
Bah oui, ça fait du bien aussi de commenter ce genre de vidéo, ouais, je suis d'accord, hein. Avant l'oubli, d'accord. Et Astranova, d'accord. Et bah Astranova, là, je suis très sensible à ce dessin. Ok, et bah go, hein. Merci pour la recommandation. Merci pour la recommandation. Donc moi, en autrice féminine que je lis toutes leurs publications, il y a Catherine Meurice, bien sûr. Et il y en a une autre que j'adore, j'ai oublié son nom, dont tu m'avais parlé, que tu m'avais recommandé. Effectivement, c'était formidable, j'ai oublié son nom. Bah voilà, merci pour la recommandation. Astranova, ou la deuxième, tu as dit qu'elle s'appelait comment? Avant l'oubli, très bien. On va mettre les deux à l'image. Des fois qu'il y a des personnes qui aiment la BD, qui ont les moyens de s'offrir une BD, parce que je sais que c'est un peu cher, et qui voudraient la découvrir. Je vous lis le synopsis de Avant l'oubli. La Lune se dirige vers la Terre, la collision est désormais inévitable. Face à l'imminence de la fin du monde, une épicière s'obstine à vouloir vendre sa dernière boîte de haricots. De jeunes gens découvrent le véritable amour durant une excentrique fête de fin d'humanité. Une conservatrice de musée se confronte au dilemme crucial du choix des œuvres à sauvegarder. Ah, super, très intéressant ça. Des enfants abandonnés s'inventent une nouvelle famille et trouvent refuge chez un vieux modéliste. Ok, super, bah je me commanderai les deux. Ouais, je suis assez d'accord, la BD c'est cher. Mais comme les nouveaux romans, tant que les romans sont pas sortis en poche, moi, je me rends compte aussi parce que voilà, j'ai eu des moments très difficiles où même m'acheter un bouquin à 8 euros, c'était une décision, quoi. C'était pas évident, j'étais vraiment à 8 euros par mois. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc j'ai la chance, vous l'avez vu tout à l'heure, de pouvoir me commander 20 bouquins si je le souhaite, c'est une chance inouïe, quoi. Du coup, ouais, ce serait vraiment super qu'ils puissent proposer des BD beaucoup, beaucoup moins chers, parce que ça reste un plaisir vraiment bourgeois. Enfin, je dirais une BD à 24 euros, c'est cher. Ah bah, s'il y a un marché d'occasion sur Vinted et que c'est vendu pas cher, ça peut être une solution, ouais. Ça peut être une solution. Un livre d'histoire féministe écrit par une femme. Tu l'as déjà choisi, Roxane? Si jamais tu le choisis, n'hésite pas à me l'envoyer. Je serais très content d'avoir une lecture commune avec toi. Comme ça, on pourra en parler peut-être au fur et à mesure. Oui, j'imagine. J'imagine que tu peux en parler. Feruluna, au contraire, hein. Toutes les initiatives qui permettent aux gens de lire pour pas cher, moi je pense qu'il faut les partager, hein. Les chants de la Shoah, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps, c'est drôle, hein. J'ai un ami qui m'en a parlé pendant les vacances. Ok, bah ça fait 2 fois qu'on m'en parle, je vais me le commander. Ah bah oui, sur Momox, bien sûr. Ah oui, oui, exact. On peut vendre aussi nos livres dessus, ouais. Ouais, je lirai ça avec plaisir. Bah voilà, ça vous va comme petit live de 5000 abonnés? Voilà ce que je voulais vous montrer ce soir. On répond un peu à des questions, je partage mes lectures. Ou est-ce que vous voulez revenir sur une de mes vidéos? Si vous avez d'autres questions à me poser, vous n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouvera samedi. Et il y en a beaucoup, beaucoup samedi. Trop court? Bah trop court, attendez. Si c'est trop court, j'arrête la vidéo pour YouTube ici. Attendez, je vais dire merci aux gens sur YouTube. Du coup, merci à vous d'avoir suivi ce live en différé. Et nous, on va rester encore ensemble quelques instants pour commander une petite vidéo. Allez, salut à tous sur YouTube, à très vite.